Ce truc va se transformer au fil du temps. Vous allez voir que ça va finir en. Je vais faire des trucs la nuit en mode club. Top. Comment ça va? Bonjour à tous. J'ai besoin de vous. Comme à chaque fois, parce que vous savez que je suis un débutant, démonstration à l'instant, j'avais pas actualisé le titre du stream et on était encore hier, on était encore le 1er janvier. J'ai besoin de vous. Est-ce que vous me voyez d'abord? Est-ce que j'ai une tête à peu près normale, selon vous? Et est-ce que le son, c'est bon? J'ai l'impression que c'est OK pour vous. Super. C'est ici la rave party. Ouais, exactement. Bon, bah merci de vos retours. Vous avez vu, j'ai mis des petites nouveautés. Vous avez le droit à une petite horloge maintenant. Et on dit merci qui? On dit merci Étoile, bien sûr, mon ingénieur en chef, le meilleur des meilleurs, avec qui on a bossé sur cette petite horloge pour vous donner l'heure, voilà, puisqu'on est en direct. C'est le bonheur de ce truc. Et puis j'ai même bossé sur un petit dégradé de violet, regardez comme c'est beau. Bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu dans le chat tout à l'heure plein de messages sympas d'ailleurs de gens qui ont préparé leur thermos de café. Ça me fait plaisir. Et imaginez que on va peut-être malgré nous provoquer un boost des ventes de thermos de café. Hein? Ce serait quelque chose, ça. On va surveiller les chiffres des ventes de thermos de café. Il va peut-être se passer quelque chose. J'ai vu aussi des petits clins d'œil à ma petite bourde rigolote d'hier, au début du stream d'hier. Je vois un message qui dit « Ah, il n'y a pas de modo, il n'y a pas de modérateur aujourd'hui ?» Je dis « Bah dis, je pense que si. » Puis à un moment, je vois un message supprimé par Nightbot. Et je me dis « Ok, c'est bon, les modos sont là. » Et je dis « Merci, Nightbot. D'être là. Samuel pas réveillé, bot, même moi, même le boomer que je suis, c'est que c'est un robot. Donc j'ai quand même remercié un robot d'être là. On s'est moqué de moi et ça m'a fait bien rire. Ouais, effectivement, la journée commence, on m'a conseillé plein de fois de fermer mes rideaux. Ouais, attention, Samuel, on peut savoir où t'habites et tout. Moi, je trouve ça beau, c'est poétique, c'est la vie, c'est la journée et la lumière qui se lève derrière nous. On est à Paris. Puis quand je déménagerai, quand je partirai en vacances, peut-être cet été par exemple, j'emmènerai mon live stream, puisque j'ai un stream à roulette, hein, et je l'emmènerai en vacances. J'espère que j'aurai une connexion internet suffisante et peut-être qu'on découvrira d'autres levées de soleil derrière moi. Je sais pas où est-ce que je pourrais aller cet été, en Corse par exemple, endroit que j'adore. Voilà. Merci aussi pour... Oui, à roulette. Oui, j'ai un stream à roulette. Alors, c'est quelqu'un qui n'était pas avec nous ces derniers jours et je l'ai expliqué plusieurs fois. Oui, la politesse même avec les robots. C'est vrai, finalement, je suis un gentil garçon parce que je suis poli même avec les robots. J'ai un stream à roulette parce que j'ai pas une pièce dédiée de stream dans la maison et donc ça peut m'arriver de streamer à des moments différents. Je parle comme si je faisais ça depuis toute ma vie, ça fait juste 15 jours, genre je me la raconte, mais selon les besoins de la famille, je peux me réfugier dans la cuisine, dans le salon, c'est pas arrivé encore, dans une chambre, et là je suis dans un espèce de petit placard à la cool, mais avec une jolie vue, et on va pas se plaindre quand même. Donc oui, stream à roulette. Et merci aussi pour les petits... Oh, il y a des messages trop sympas. Étant à l'hôpital, je suis si heureuse de t'avoir avec moi ce matin. Cœur sur le chat et la positivité ici, Nikousan. Un cœur sur toi. Merci beaucoup. Tu vois, rien que pour cette raison-là, ça me fait plaisir d'avoir bossé un petit peu ce matin, parce que j'ai bossé pour vous, parce que j'ai lu plein de journaux. On va vous en parler dans un instant. Ouais, cœur sur toi, et puis j'espère que c'est pas trop grave. Et donc, donc stream mobile. J'ai un petit bureau mobile, pas très grand, tout petit, qui passe entre les portes, qui est tout petit, tout étroit, mais dessus j'ai tout, j'ai mon PC, ma caméra, de la lumière, j'ai un micro, top micro, j'ai un écran avec un retour, j'ai ma petite console de son parce que j'aime bien jouer avec les sons, et hop, voilà. Et tout ça peut se promener dans l'appartement. Alors évidemment, si un jour je vais en Corse pour streamer, je vais pas l'attacher derrière la voiture, mais je pense que ça peut rentrer dans le coffre. Que penses-tu, me dit chez Real ou Real, de ta présence dans le top 10 Twitch de décembre 2020. Ouais, on va être super modeste là-dessus, hein. J'ai commencé il y a 2 semaines. Alors effectivement, si on prend certaines données, c'est pas mal. C'est-à-dire que je dois être, je sais pas... si on fait une petite équation, une petite règle de 3 entre le nombre d'heures streamées et le nombre de viewers, j'ai pas beaucoup streamé, mais il y a du monde, et vous êtes déjà pas mal ce matin. Et donc, ça donne des très bons chiffres, et je suis dans le top 10
6 ou 7 des streamers par nombre de viewers par heure de stream. Bon, ça me fait très très plaisir. Bon, rappelons que c'est le matin aussi, hein, c'est pas les heures où il y a forcément plus de monde, mais bravo à ceux qui sont déjà levés. Et puis par ailleurs, je suis numéro 1. Je suis numéro 1 de ceux qui ont gagné le plus d'abonnés. En même temps, c'est normal, je suis parti de zéro et boum, vous êtes déjà plus de 105 000 ce matin, donc forcément. Ça fait du monde. Donc ça me fait plaisir, mais restons modestes. Et puis je suis très content de participer à cette magnifique aventure du stream francophone et d'y apporter ma modeste contribution. Et puis un dernier merci à ceux qui saluent mon nouveau statut qu'on a étraîné hier ensemble, puisque pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai tenu à streamer quand même le 1er janvier, une petite heure avant Question pour un champion. C'était 17h, 18h, donc c'était plus la matinée Étienne, c'était la soirée Étienne. Et en me réveillant hier 1er janvier 2021, il faut que je m'habitue à la nouvelle date, j'ai appris un peu par hasard que j'étais, merci, chevalier des arts et des lettres. Bon, c'était pas prévu, j'ai dû oublier d'ouvrir une partie de mon courrier à France Télévisions qui m'annonçait la bonne nouvelle, donc voilà, je suis chevalier, ça va juste rien changer, mais c'était un truc un peu inattendu, puis moi qui me fait plaisir après tout, c'est aussi la récompense de 25 ans de passion pour mon beau métier. Premier chevalier sur Twitch, ouais, c'est vrai. Et alors comment m'appeler chevalier de la table ronde. Où est le cheval? Il est là, il est à côté, mais là il est en train de manger. Le chevalier du Saint-Chibre. Qui est ce monsieur Chibre? Je ne sais pas. Bien sûr, le chevalier Chibrax. Je ne sais pas qui c'est. Merci à tous. Bon, 9h36. Vous savez, avec Étoile, on a un jeu rigolo pour nos nuits de la culture mensuelles. Quand il m'invite chez lui, c'est que on se rend compte que plus le temps avance, on est à notre 10e nuit de la culture au moins, et puis plus on commence tard l'émission, parce qu'on discute, on fait le monde, et puis d'une émission de 35 minutes de questions pour un champion, on fait une émission de 4 ou 5 heures, et parfois on me pose la première question à 21h ou 22h. Donc j'ai l'impression que je suis en train de glisser sur ce terrain. On n'a pas commencé à regarder les unes, et 9h37 ça va encore, hein, ça va. Bon, trêve de raconter ma vie, ça va, l'ego du présentateur ça suffit, on le roule en boule, on se le met au fond de la poche, et puis je vais vous dire ce qu'on va faire ce matin. Donc 9h37, pour les petits nouveaux, la matinée Étienne, on lit les journaux, on les lit ensemble, on en parle ensemble, même parfois je fais des petits sondages, parce que maintenant je maîtrise ça. Ingénieur en sondage. Et puis on parle de la vie aussi, puisque c'est ça qui est intéressant. L'actualité, les journaux, c'est pas juste ce qui se passe dans le monde, c'est aussi l'occasion de réfléchir ensemble au monde dans lequel on vit, notamment au pays dans lequel on vit, et s'interroger et voir éventuellement comment on peut le transformer, puisque connaître l'actualité, pour moi, c'est l'outil nécessaire pour réfléchir à comment transformer éventuellement le monde, en tout cas ce qui ne va pas dedans. Bon, j'espère que ma tablette marche, parce que ce matin, tout va se faire en numérique, tout va se faire par la tablette, parce que j'ai pas les journaux papier, je les ai du lundi au jeudi. Quand je suis à France Info le matin, je ramène les journaux et je vous fais une revue de presse à l'ancienne, avec le bruit des journaux, tout ça, c'est plutôt sympa. Mais là, c'est purement numérique. On va balayer d'abord ensemble les unes de la presse en région, par exemple. Hop, ici, comme sur ce site. Ça y est, premier bug. Oh, c'est dommage. C'est pas grave, je vais relancer le petit logiciel qui me sert à capturer l'iPad. C'est pas la première fois que ça arrive, et c'est rien du tout. Hop, on va regarder les unes des journaux en région. J'ai lu les journaux nationaux qui sont sortis ce matin, parce qu'il y en a quelques-uns. Et puis, vous allez voir, on a vraiment pas mal de trucs sympas. Alors, suspense, est-ce que j'ai retrouvé... Sinon, je suis bien coincé. Oh, je l'ai pas. Yes, elle est là. Bon, on commence par la presse en région. C'est intéressant, d'abord parce qu'on a une magnifique presse en région, avec des quotidiens vivants, divers sur tout le territoire, et puis ça nous permet de voir ce qui est à la une, ce qui intéresse les journalistes. Par exemple, on y va? Vous êtes prêts? C'est parti. La une du Berry républicain, cher bientôt les vaccins. Alors cher, c'est pas les vaccins, attention, parce que sur le coup je me suis dit cher, oui c'est vrai qu'ils ont un certain coût, mais a priori supporté par la collectivité. Cher le département du Cher, les vaccins arrivent. On va pas mal parler des vaccins ensemble ce matin, parce que vous savez qu'on suit depuis quelques jours ensemble cette polémique sur le rythme de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France.
A priori, ça va s'accélérer. C'est ce qu'a voulu laisser entendre, en tout cas, le président Macron lors de ses vœux aux Français. On a donc beaucoup de une sur, bien sûr, le Covid et les vaccins. Beaucoup de une aussi sur comment ça s'est passé le 31 décembre. Ici, on est à Dijon. Vous avez demandé la police. Donc, les reporters du journal ont suivi les policiers en cette nuit un petit peu particulière. Sans spoiler, je peux vous dire que globalement, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que l'une des questions, c'était, en ce contexte si particulier avec le couvre-feu, tout ça, est-ce qu'on allait avoir un couvre-feu aussi agité que certaines années, notamment avec les incidents qui peuvent arriver, les voitures brûlées, tout ça. J'en parlais d'ailleurs avec un syndicat policier le 31 décembre au matin sur France Info. Je sais qu'il y avait des vraies craintes là-dessus. Sans spoiler, a priori, ce qui semble être arrivé, c'est que c'était plutôt calme, en tout cas plus calme que les années précédentes, une année classique. Une très intéressante de la Charente Libre, que je vais vous développer tout à l'heure, parce que parfois je vais un petit peu plus loin que la une pour la presse en région. Regardez ce titre. Comment le virus a confiné les corps, ça bien sûr, et tué la bise. C'est un dossier en fait sur la disparition de la bise en France, à la faveur de la crise sanitaire. C'est carrément pas Covid-free, la bise. Et l'analyse du journal est en fait d'un spécialiste. Oui, il y a les spécialistes de la bise, vous allez voir, mais en fait c'est un monsieur assez sérieux. C'est que pour lui ça va pas revenir. C'est-à-dire que le Covid-19 a tué la bise. Je vois des réactions, je vois enfin flinguer la bise. Quel dommage, vous n'êtes pas tellement mieux, vous êtes partagé là-dessus. Vous savez quoi ? Tout à l'heure, quand on va évoquer le sujet, c'est pas anodin, parce qu'on est dans la relation aux autres, dans la relation au corps, donc ça peut faire sourire, on se dit, ah là, la bise, on s'en fout. Non, c'est aussi une réflexion sur le être ensemble. Donc on fera un petit sondage tout à l'heure, ensemble, sur la bise, est-ce que c'est bien que ça disparaisse ou pas Corse Matin se félicite, puisqu'il y a eu les derniers chiffres du recensement il y a quelques jours, que la population de l'île continue de croître. Moi, je suis pas corse, mais je suis tombé amoureux de cette île il y a quelques années, et j'aimerais tellement y passer du temps. Une nuit de violence gâche le réveillon. Donc il y en a eu, là on est avec le Courrier de l'Ouest, dans la région d'Angers. Hier, il y avait quelques journaux qui sont parus hier, c'est pour ça que je vous ai fait une petite soirée Étienne. Et hier on a vu que les journaux sont à la fois dans le bilan de 2020 et la prospection, la projection vers 2021, et notamment sur le plan sanitaire, bien sûr, il y a cette crainte d'un éventuel rebond, hausse à nouveau de la courbe des contaminations du Covid-19 en France, et ce qu'on s'accorde à dire, c'est qu'on commencera à partir du 7 janvier à avoir un recul pour nous dire si oui ou non, les fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An, ont eu une influence par les soirées entre amis et famille sur cette courbe. La une du Dauphiné libéré, ils feront l'actualité en 2021, on est sur la projection sur l'année prochaine. C'est amusant parce que l'info a quelques jours, mais les quotidiens continuent de se pencher sur la démographie. Et il faut que j'arrête de toucher à ma table, ça bouge sans arrêt. La démographie et les derniers chiffres du recensement. Donc il y a des départements qui gagnent des habitants. On s'est penché sur la Corse à l'instant. Et là, il y en a d'autres, en revanche, qui sont dans une spirale négative, comme l'Eure-et-Loire, nous dit l'éco-républicain, qui n'attire plus des habitants. Oui, 2 janvier. On est le 2 janvier. On est d'accord. 2 janvier, à partir de 18h, ce soir, on a 15 départements. Vous vivez peut-être dans certains des départements concernés. 15 départements, essentiellement de l'Est de la France, région Auvergne-Rhône-Alpes aussi, qui passent au nouveau couvre-feu. 18h au lieu de 20h, l'Est éclair se félicite ici que l'Aube échappe au couvre-feu, mais de justesse. D'ailleurs, on verra avec un journal tout à l'heure quels sont les départements qui pourraient dans les prochains jours, et il y a notamment Paris, passer éventuellement à ce nouveau couvre-feu de 18h. On verra aussi avec un coup de projecteur d'un journal en région, en quoi ça consiste concrètement, ce couvre-feu à 18h. Il y a encore des déplacements qui sont possibles, en fait. Après 18h, on verra lesquels. Bon. Les amateurs de foot, et notamment les habitants de Nancy, savent peut-être que le club de foot, manifestement, a été vendu. J'ai pas creusé l'info, mais c'est à la une de l'Est républicain. La SNL vendue. Ça c'est drôle. On verra ça tout à l'heure. Alors bon, il y a le gros titre en haut. Elle a grandi à Perpignan et remplace Jean-Pierre Pernaut sur TF1. C'est Marie-Sophie Lacaro, à qui je souhaite, ma consoeur, bonne chance à compter de lundi, puisqu'elle prend quand même la tête du 13h de TF1. Elle raconte ses années catalanes.
Mais surtout, c'est la petite photo en dessous qui m'a intéressé parce que, est-ce que vous connaissez cette tradition? C'est la tradition du bain du Nouvel An. Donc il y a des foufous, j'ai envie de dire des fous furieux, hein, qui le 1er janvier, au matin, donc c'était hier, vont prendre un bain du Nouvel An avec une eau à 8-9 degrés. Il paraît que c'est super vivifiant. Et donc on a les reportages ce matin dans la presse, on a les photos des foufous là, qui sont allés se coucher. On va du côté de la Réunion, hein, avec un réveillon sous contrôle à La Réunion. Donc c'est un petit peu la confirmation de ce que je vous disais, ça s'est plutôt bien passé au niveau sécuritaire un petit peu partout en France. Et puis le GIR, le journal de l'île de la Réunion, qui nous propose un retour sur l'année 2020 et une projection vers 2021 en dessin, avec ici un dessin de souche et un président Macron dont les dents manifestement ont été remplacées par des seringues pour les vaccins sans doute. Le couvre-feu à 18h. Et c'est bien compréhensible, fait la une de beaucoup de journaux, puisque ça va quand même changer le quotidien de pas mal d'habitants. Là, on est avec le journal de la Haute-Marne, il va falloir s'adapter encore. Bah ouais, bah oui, c'est ça, on nous demande beaucoup d'efforts, mais c'est ce travail collectif qu'on a à faire ensemble pour lutter contre l'épidémie. Moi, je voulais saluer ça. Regardez, c'est en une du journal de Saône-et-Loire, et on a donc à Demigny précisément le beau geste de Noémie, 11 ans. Alors et là on voit Noémie clairement cette photo avec des très beaux cheveux, mais qui l'ont été encore plus beaux il n'y a pas longtemps. Et à droite il y a une partie très importante de sa chevelure. Pourquoi? Explication. Je lis. Noémie, moi je dis bravo, a offert ses cheveux dans le but de fabriquer des perruques pour des personnes atteintes du cancer. La petite, elle a 11 ans. Voilà. Et je sais pas, c'est un âge où on commence à faire très attention à son apparence. Elle avait manifestement de magnifiques cheveux. Et à un moment, l'idée lui est venue, c'est beau, non? De donner une partie de sa très belle chevelure pour fabriquer des perruques pour les personnes atteintes d'un cancer. Peut-être que Noémie, peut-être que des proches, des amis de Noémie nous regardent ce matin, hein, dans la région, dans le département de Saône-et-Loire. Noémie, bravo. Hein, s'il y avait plus de gens sur la planète comme Noémie, ça irait sans doute beaucoup plus fort. Noémie, félicitations pour ce magnifique geste, c'est hyper touchant. Des unes toujours sur le couvre-feu vers 18h, confirmation que évidemment ça bouscule, sinon révolutionne un petit peu la vie au quotidien. Donc là c'est la une du journal du centre que je viens de vous montrer. Ce qui nous attend en 2021, on est toujours sur la projection, on a passé une année 2020 tellement bizarre que la Marseillaise s'intéresse aussi sur le plan de la santé, du social, de la politique, de la vie locale, de la culture, du sport. On en parlera ensemble avec des dossiers ce matin sur ce qui nous attend en cette année. La montagne nous rappelle que cette année 2020 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis qu'on mesure les températures, depuis l'invention du thermomètre et surtout les recensements de température à travers la planète. Pour les derniers climato-sceptiques, voici une qui pourra peut-être les intéresser. Tous à la maison également à Nice, hein, la ville est concernée, ainsi que tout le département, et on a, je crois que c'est, je l'ai vu ça, oui, en bas à gauche, qui sont les premiers bébés de 2021. C'est un des journaux qu'on va ouvrir ce matin en région, puisque c'est aussi une tradition, les journaux aiment bien mettre les photos, pour les parents qui veulent bien, des petits bouts de choux qui sont nés les premiers de la nouvelle année. C'est une tradition dans la presse en région que je trouve assez mignonne, donc on va se régaler avec des photos de petits bébés ce matin. Qu'est-ce qu'il y a de plus mignon? Ça c'est Nice matin. Nord éclair, on change de région, s'intéresse aux événements qui ont marqué l'année. C'est du classique, mais c'est toujours très intéressant. On était à La Réunion, je vous emmène en Nouvelle-Calédonie. C'est ça aussi la presse en région. Et la Nouvelle-Calédonie dont on a beaucoup parlé ces derniers mois avec une succession de référendums. Pour l'heure, la Nouvelle-Calédonie, les habitants de l'île ont choisi de rester au sein de la République française. Bonne année 2021, nous souhaite le journal. Meilleurs vœux, ça c'est la une de Ouest France, et surtout une bonne santé, tu m'étonnes. On croise les doigts, Paris-Normandie, notamment pour, regardez ces images, eh bien que la vie culturelle puisse reprendre le plus vite possible, les cinémas, les théâtres, le spectacle vivant si durement impacté. Un truc qu'on va feuilleter aussi ce matin, parce que il y a les infos sérieuses, et puis la vie c'est aussi les petits trucs bizarres, les petits trucs marrants. Regardez, le petit bleu d'Agen, insolite, un sanglier au 2e étage. Moi c'est typiquement le genre d'histoire, voilà, que pour le plaisir je creuse, je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un sanglier au 2e étage, est-ce qu'il a pris l'ascenseur? Est-ce qu'il a pris l'escalier? Est-ce qu'il avait le code?
qu'il avait le digicode, comment il appuie sur l'interphone, etc. Ça, c'est des vraies questions que je me suis posées ce matin et on va y répondre ensemble. Petit coup de chat parce que je lis beaucoup de choses, mais parfois j'ai pas le temps de jeter autant de coups d'œil que j'aimerais au chat. Le sanglier a peut-être fait du parcours depuis l'extérieur, elle trouve. C'est peut-être pas faux, ça. Qui était son complice? Ouais, on va se poser les vraies questions sur cette histoire de la sanglier. Et c'est le pote de la chauve-souris de Bigard. C'est vrai que dans ce que je disais à l'instant, il y avait un petit clin d'œil au sketch de la chauve-souris de Bigard. Et certains ont la ref. Moi, je dis bravo. 2021 en 21 questions, c'est la une du Progrès de Lyon. Bah, vous imaginez qu'on sera en 2050, ça en fera des questions. Ha ha! Nos amis foufous qui vont se baigner le 1er janvier dans une eau glacée. C'est la une du Progrès de Fécamp. De vrais vikings. Ouais, je suis assez d'accord avec le titre. Viking, ouais, c'est pas mal. Mehdi, héros malgré lui. Pour ceux qui ont écouté les vœux du président de la République aux Français, le soir du 31, le chef de l'État au début a évoqué des prénoms de ces Français mobilisés pendant la crise sanitaire, pas en première ligne, pas les soignants, mais ce qu'on appelait la deuxième ligne, notamment les enseignants, et Mehdi, qui est en une de la Provence, est l'un des prénoms, cet enseignant évoqué par le chef de l'État, et du coup la Provence l'a retrouvé, et est allé lui demander ce qu'il en pensait. Ça, c'est Mehdi. On va essayer d'être optimiste avec Sud-Ouest, qui souligne qu'il y a, oui, des raisons d'espérer en 2021. On verra lesquelles. C'est drôle parce que, évidemment, c'est un peu plus développé à l'intérieur, mais on dit 2021, raison d'espérer. Ouais, d'accord. Alors, je lis les toutes petites lignes en dessous. Pourquoi on peut espérer en 2021 ? Les JO de Tokyo ont été reportés, mais ils devraient se tenir. Et puis, le James Bond va finir par sortir. Ok, mais on espère quand même qu'il y aura d'autres bonnes nouvelles en 2021, même si c'est super les JO, et même si le prochain James Bond s'annonce forcément sympa. En tout cas, c'est ce que disent les premières critiques. Haha, j'ai vu des petites remarques dans le chat quand j'ai parlé d'un réveillon qui s'était à peu près bien passé. C'est vrai qu'il y a une histoire de teuf, de rave. Oui, il y a l'Euro de foot aussi, mais j'en ai parlé hier. Hier, on s'expliquait même ensemble que cet Euro de foot 2020, reporté en 2021, s'appellera quand même Euro de foot 2020, a priori dans son appellation officielle. Oui, cette rave en Bretagne, là, en pleine épidémie de Covid-19, quelques 2500 personnes participent depuis jeudi soir. À l'heure où on parle, est-ce que c'est terminé? Peut-être que ça se poursuit encore un petit peu. À une rave party, c'est à Lueron, au sud de Rennes. Je vous le dis pas pour vous y allier, hein, a priori. Une fête clandestine placée sous haute surveillance par les forces de l'ordre. Bon, les forces de l'ordre qui essaient d'encadrer un petit peu le truc sans forcément y mettre fin. C'est drôle. Alors, ça c'est amusant parce que. Alors, je vous jure, vous savez que je suis un garçon honnête. Je suis sûr que je l'avais pas vu. C'est-à-dire que j'ai passé les journaux en revue ce matin et j'avais pas vu que j'étais. Ouais, c'est vraiment. Alors là, je suis en train de quitter le FC humble d'une puissance. J'avais pas vu que j'étais en bas de la page. Mais je l'avais pas vu, mais je vous jure. Ça, c'est drôle. Bon, Samuel Etienne, boulimique du travail. Ouais, je plaide coupable. Toujours avec le sourire. Bah, je trouve que c'est mieux. Qu'est-ce qui est écrit? Je l'ai pas lu. Rencontre avec le journaliste et animateur qui, depuis peu, s'est créé un 3e travail avec sa plateforme de streaming Twitch. C'est drôle. Mais écoutez, bon. Mais non, mais pas FC Melon. Mais non, pas FC Gros. Madame, je vous jure que. Vous vous rappelez du Père Noël est une ordure? C'est dans le Père Noël est une ordure. Mais non, c'est dans les groseilles, tout ça, là. La vie est un long fleuve tranquille. Mais je vous jure. Non, pas FC Melon. Je m'inscris en faux. Non, pas FC Melon. J'avais pas vu le truc. Bon. Tiens, je vais vous. Je vous mets ça, je vais voir si j'ai le Telegram. Je suis pas sûr d'avoir le En fait, je crois que j'ai pas le Telegram dans mes abonnements. Sinon, je vous inflige toute la lecture du papier. Ouais, je l'ai pas. Je crois que je l'ai pas. Ah, vous avez de la chance. Hein. Ah, vous avez de la chance. Je l'ai pas. Ah, sinon c'était. Ah, je l'ai pas. Ah, vous avez de la chance. Vous avez de la chance, je l'ai pas. Donc, je vais pas vous infliger. Je vais pas vous infliger la lecture du truc. Mais en fait, ce qui aurait été intéressant, c'est que ça parle de vous, ça parle de Twitch, ça parle de tout ça. Donc les médias traditionnels, ceux que je représente un petit peu, eh bien s'interrogent
de plus en plus à ce phénomène, et ça, je trouve ça intéressant. Donc la Rave qui interroge, ok, d'accord, le Samuel Etienne en une du Télégramme, bon, bah, c'était pas prévu, mais ok. Euh, te, te, te. Six sages réveillons, bon, c'est vrai que ça a été plutôt tranquille, j'espère que vous avez passé un chouette réveillon, malgré les conditions un petit peu particulières, et une dernière, le couvre-feu avancé à 18h, on est avec Vosges Matin. Alors, maintenant, je vais vous montrer la suite un petit peu du programme. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire ce matin. Il est 9h55, on est ensemble a priori jusqu'à 9h. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer les journaux nationaux qui sont sortis ce matin, puisque on est dans un week-end un petit peu particulier, le premier week-end de l'année, et donc tous les quotidiens ne sont pas sortis, mais on a un très beau Parisien ce matin, avec des pages qu'on va détailler, notamment sur les 20 ans qui ont changé le monde, avec un sondage, en fait, cette une du Parisien que je vous remontre, elle est là. En fait, elle est intéressante, c'est un sondage auprès des Français, et l'idée c'est qu'est-ce qui vous a marqué? Quelles sont les personnalités? Vous voyez Barack Obama, vous voyez Johnny Hallyday. Quels sont les événements? On voit les tours du World Trade Center, ou encore les Bleus champions du monde. Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué ces 20 dernières années? Il y a des résultats assez intéressants, et parfois même étonnants. J'ai lu Le Parisien pour vous, j'ai lu Libération pour vous. Il n'y a pas beaucoup de quotidiens nationaux, mais Libération avec le Libé des solutions. C'est pas la première fois que Libération propose ce numéro un petit peu particulier. Libération qui à un moment c'est intéressant parce que ça rejoint des choses que j'entends beaucoup sur le journalisme. C'est dit, ok, la mission des journalistes, c'est on en a parlé déjà ensemble, c'est de rapporter les mauvaises nouvelles. Alors, certains ne comprennent pas ça, ils sont un peu critiques là-dessus. Pourquoi les journalistes rapportent beaucoup de mauvaises nouvelles? Longtemps, moi, ça m'a même chagriné. Pourquoi on ne rapporte pas plus de bonnes nouvelles? C'est un débat. Il est ouvert, hein, moi, je n'ai pas de certitude là-dessus. Mais au début, j'étais très critique par rapport à cette ligne éditoriale, selon laquelle, oui, dans les médias, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et puis, au fil du temps, je me suis ravisé un petit peu. Je me dis aujourd'hui que effectivement c'est peut-être notre mission première. Pourquoi? Parce que c'est en rapportant les choses qui ne vont pas, eh bien qu'on informe ceux qui peuvent changer les choses, les dirigeants, les citoyens qui votent, eh bien qu'on peut changer ces choses qui ne vont pas. Voilà, donc il y a un côté un petit peu lanceur d'alerte. Donc finalement, cette litanie de mauvaises nouvelles parfois dans les médias, je suis moins critique vis-à-vis de cela qu'à une époque, parce que si on dit que tout va bien, dans ce cas-là, on ne change rien. Et ça peut arranger les conservateurs, en quelque sorte, ceux qui satisfont d'une solution. Mais en même temps, il y a le constat que parfois on peut aussi mettre un coup de projecteur sur ce qui va bien, ou les initiatives nouvelles qui contribuent à améliorer le monde dans lequel on vit, parce que finalement, on est dans la même démarche. La réflexion de comment on peut réparer, arranger les choses qui ne vont pas. Donc finalement, ça c'est pas antithétique. D'où ce Libération des solutions. Ça fait un moment, ça fait plusieurs années que Libération propose de temps en temps ce numéro spécial qui se penche justement sur les initiatives positives à même de transformer notre pays, notre société, le monde dans lequel on vit. Libération qui écrit ce matin, on va lire Libé ensemble tout à l'heure. Apocalyptique l'année 2020, bien sûr, ok, je pense qu'on sera tous d'accord, mais elle nous aura aussi forcé, au-delà de l'épidémie, à ouvrir les yeux sur nos vies et à nous reconstruire pour 2021. Il est vraiment intéressant le dossier de Libé parce qu'il nous montre que confronté à tous ces soucis, on a dû plus que d'habitude peut-être réfléchir, eh bien, au monde dans lequel on vivait, et pourquoi pas essayer de le réinventer. Donc, il n'y a pas beaucoup de quotidiens nationaux, mais le Parisien et Libé, il y a des choses très intéressantes. Et puis, je suis allé aussi lire un petit peu dans le détail la presse en région pour vous, et j'ai envie de commencer par ça. J'ai envie de commencer par ça. Cette presse en région qu'on a un petit peu passé comme ça rapidement tout à l'heure. On va commencer par quelle une? Ouais, ici, voilà. Et on va rentrer un petit peu dans certains de ces journaux. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure sur certains dossiers que je trouve intéressants, qui m'ont fait rigoler. Comme celui-ci, donc de vrais Vikings, ce sont ces foufous. Alors c'est marrant parce que ce sont plutôt des seniors d'ailleurs, qui ont cette tradition d'aller le 1er janvier 2000, le 1er janvier de chaque année, prendre un bain de mer. Mais cette idée, quoi. Cette idée
Voilà, dans une eau, explique les journaux, et notamment le progrès de Fécamp, ici en moyenne à 8-9 degrés. On les voit, ces irréductibles baigneurs. Regardez, Pitur en haut, là, il est d'origine. Ah bah lui, il vient d'Islande. Est-ce que je peux zoomer un peu sur la photo? C'est pas toujours facile. Bon, vous le voyez, le monsieur en haut à gauche, il s'appelle Pitur. Pitur avec un P, pas avec un B. Pitur, même si on est après le Nouvel An. Donc lui, c'est un Islandais. Alors lui, il est resté 12 minutes, donc c'est un peu un champion. En général, c'est un petit peu moins que ça. Les irréductibles baigneurs, qu'écrit le journal à ce propos. Bonnet sur la tête, ouais pas toujours, écharpe autour du cou, ah oui ça c'est avant de se mettre à l'eau. Des dizaines de Normands se sont réunis sur les plages de Seine-Maritime au matin du vendredi 1er, le traditionnel bain du Nouvel An. Après une nuit glaciale, le thermomètre n'affichait à 11h que 2 degrés, donc ça c'est dehors. La mer, elle, était à 9 degrés, selon plusieurs orteils. Ah bah en fait ça va. Mais il faisait super chaud en fait, mais blague à part. Alors, oui, alors en bas à gauche, on voit plutôt des jeunes, mais globalement sur les photos, on voit plutôt des personnes, des seniors. Voilà, moi je dis chapeau. Voilà. Alors, quand on interroge les baigneurs du Nouvel An, là, ils expliquent que ouais, c'est hyper vivifiant, en fait. C'est une façon de rentrer un peu en mode frais dans la nouvelle année. Pourquoi pas? Moi j'ai un champion en ce moment, à question pour un champion. Je crois qu'il a gagné hier d'ailleurs, qui est partisan de ça et qui me dit que c'est une espèce de thérapie, c'est un donc il m'a ainsi. Je vois que j'ai géré Mandalou, j'ai testé en Islande l'eau à 3 degrés. Compliqué de rester plus de quelques secondes, mais pour les Islandais, c'est tranquille. Ok, d'accord. C'est bon pour la santé. Ton article est gratuit sur le Telegram. Ok, on va arrêter de parler de moi. Mais bon, voilà, il paraît que c'est vivifiant et que c'est sympa. Ça, c'est pour donc plutôt les seniors, sur les photos en tout cas. Et bim, on change complètement avec, c'est une tradition dont je vous parlais tout à l'heure, les premiers bébés de l'année qui sont souvent dans les journaux en région, notamment le 1er ou le 2 janvier. Et on va en découvrir un dans un instant. Mais d'abord, je pense que vous commencez à être habitués maintenant, j'ai besoin de mon carburant. C'est mon carburant. Il est là. Je vois que d'autres avaient leur thermos ce matin, je l'ai vu dans le chat. Et donc, avant le petit café, la petite pause pour recharger les batteries, bien sûr, la musique du café. Ça fait du bien. Ah, ça va mieux. Parce qu'on parle, et puis de temps en temps, il faut recharger un petit peu les batteries. Bon café à tous, les amis. J'aime bien cette petite émote de café que je vois partout là. Oh là, c'est trop chou. C'est bien chou. Bonjour 2021. Donc, on a des petits bébés comme ça. C'est les premiers bébés de l'année. Moi, je trouve ça chou. Je vais vous en montrer quelqu'un. La petite Alba. C'est beau ça. Alba, c'est comme l'aube. Alba, nouvelle année, ça marche bien ça. Qui a fait, nous explique la Nouvelle République des Pyrénées, une jolie surprise à ses parents qui ne l'attendaient que dans 2 semaines. Ça arrive, parfois ça arrive un petit peu plus tôt. Elle est née le 1er janvier, quelques minutes après minuit. Donc là, Jessica Alba. Ah ouais, bonne ref, Jessica Alba, dans le chat. Alba Ventura, vous êtes parti sur Alba. Alba, c'est blanc. Ouais, mais alors, blanc, c'est peut-être l'aube aussi. Le dossier est parti. Le débat est parti. Donc, elle est mignonne comme tout. Ah, on a les parents! Parce que, alors d'abord, évidemment, les journaux ne publient que les photos des bébés dont les parents ont dit « OK ». Je veux dire, c'est droit à l'image. Et puis là, les parents ont même accepté de poser. On a les parents. Donc on a qui? On a Félix à gauche et Morgane à droite. Les heureux parents, ils sont tous jeunes, c'est peut-être leur premier. Le bonheur, ça ne se raconte pas, ça se voit. Les visages de Félix et Morgane ne mentent pas. L'arrivée de la petite Alba les comble au plus haut point. Une bonne manière de commencer l'année 2021. Alba, tort. Je valide. Alba, tort. Je valide à mort. Donc, bienvenue la petite Alba. Ah! Bon, je vais parler de choses sérieuses aussi ce matin, pour ceux qui nous rejoignent là, qui arrivent et qui tombent sur Le Petit Bleu d'Agen, qui est un excellent quotidien d'ailleurs, et sur cette histoire de sanglier au 2e étage. Je dis ok, il raconte que des garabistouilles. Non, on est là pour parler sérieusement de l'actualité. Mais il y a des trucs aussi marrants parfois. Alors, moi c'est le genre de titre qui me donne envie d'aller plus loin. Un sanglier au 2e étage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Divagant en ville, un sanglier est allé se planquer
ni vu ni connu, j'adore, genre comment dire, en secrète, c'est ça. Dans un immeuble de l'avenue Jean Jaurès à Agen. Une habitante du deuxième étage, vous imaginez, vous sortez de chez vous pour aller, je sais pas, chercher les croissants, ou aller chercher le courrier. Une habitante du deuxième étage est tombée nez à nez avec lui en sortant de chez elle. La scène. À toi, c'était quand? Quel jour? C'est pas précisé, ça doit être dans l'article. C'est le matin, madame ouvre la porte, elle va faire un truc, et là, t'as un sanglier devant ta porte. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. C'est la surprise du jour de l'an. Donc en plus, c'est le 1er janvier. Donc là, vraiment, elle se dit, ok, 2021, ça commence super bien. Les pompiers sont venus capturer l'animal en douceur. Voilà, bonne nouvelle pour ceux qui se posaient la question. Il n'a pas été abattu. Alors, l'histoire, elle est là. Donc ça rappelle un peu le sketch de Bigard sur la chauve-souris. Pardon, je suis un peu enrhumé. Sur la chauve-souris, vous savez, qui fait le digicode, l'interphone, tout ça, qui monte. Et donc, il s'est invité au deuxième étage d'un immeuble en centre-ville, ce sanglier. Les détails, donc, on a une équipe spécialisée de pompiers. Tu peux pas demander à un sanglier comme ça de rentrer chez lui, même poliment, sans formation, ça s'apprend. Donc, une équipe spécialisée de pompiers est intervenue pour le capturer et le relâcher en pleine nature. Je vois qu'il y a des sceptiques. Capturer un sanglier en douceur, mais bien sûr, il y a des sceptiques. Voyons ce que raconte le journal. Et alors, déjà, comment il est arrivé là? Il a carrément monté les marches jusqu'au deuxième étage. C'est rarissime, je vous rassure. D'après l'article que j'ai lu avec attention, ça n'arrive pas souvent. Les sangliers montent assez rarement dans les immeubles et montent assez rarement par l'escalier. Voilà. J'ai pas de chiffres sur l'utilisation de l'ascenseur par les sangliers, mais ça semble assez rare quand même. Donc, il ne pouvait pas y avoir d'abattage de l'animal dans un immeuble. Et là, on se dit qu'on vit dans un pays quand même, ça va. Les gens sont à peu près, un peu la tête sur les épaules. On se dit qu'on n'allait pas tirer dans tous les coins dans l'immeuble. Il y a des gens, et qu'on n'allait pas l'abattre. Donc bonne nouvelle pour les voisins, bonne nouvelle pour le sanglier. L'endormissement avec des produits vétérinaires, assez compliqué. J'apprends par les pompiers spécialistes là, que c'est parfois aléatoire sur ce type d'animaux. Ça peut fonctionner l'endormissement sur un taureau d'une tonne et pas sur un animal sauvage beaucoup plus léger. Ça dépend de leur nervosité, de leur niveau de stress. Donc ils n'ont pas pris cette solution. Quelle est la solution? Équipé d'une tenue spécifique utilisée pour les chiens d'attaque et de casques de protection. Regardez, on voit le pompier là. Il est en mode joueur de hockey. Hein. Le pompier là. Donc casque, ils prennent des précautions pour éviter les morsures et les coupures, mais ce qui les a servi, c'est la configuration du couloir, assez étroit, on le voit là, et l'absence de fenêtre, favorable à notre action. Alors là, on est en train de supputer que peut-être qu'après être monté par l'escalier, le sanglier allait peut-être se carapaté par la fenêtre. C'est-à-dire qu'en fait, il se dresse sur ses pattes arrière, avec sa petite main, parce que les sangliers, bien sûr, ont des mains, il saisit le loquet de la fenêtre, il l'ouvre, il saute du deuxième étage. Bon, je suis pas sûr que l'histoire de la fenêtre, ce soit vraiment déterminant. Et ils ont mis un filet spécial. Voilà, donc ils l'ont capturé comme ça au filet, ils ont fait attention et ils l'ont relâché. Ils l'ont relâché en forêt, ils l'ont relâché dans la nature. Les gestes sont précis, expliquent les spécialistes, les pompiers là qui s'y sont un petit peu risqués. C'est pas un truc que j'aurais aimé faire ça moi, capturer le petit sanglier là. Les gestes sont précis dans une double optique, ne pas lui faire mal et ne pas se blesser. Respect aux pompiers. Ah! On redevient sérieux, même si le titre peut sembler un petit peu anecdotique après les sangliers. Notre histoire de bise dont on parlait. Comment le virus a confiné les corps et tué la bise? Alors pas bise le vent, hein, mais bise bien le... Alors ça peut être 2, 3, 4, on ne sait jamais. Donc a priori ça va être bientôt réglé, puisqu'a priori la bise va disparaître. C'est en tout cas l'analyse de ce journal. La Charente Libre, qui écrit « La pandémie a bouleversé les rites de contact dont la bise est la principale victime. L'expert David Le Breton décrypte ces nouveaux rapports qui pourraient bien survivre à la crise. » Donc bravo déjà à la Charente Libre qui a trouvé un expert de la bise, qui n'est pas expert que de ça, mais je m'amuse, mais en fait c'est vachement intéressant ce qu'il dit. Donc, le virus tue le Big Bisou. Bon là il y a une ref un peu pour les anciens. Big Bisou, de mémoire c'est une chanson, vous l'avez la ref? Bisous, big bisous, Carlos, vous l'avez, ok, c'est bon.
Vous avez remarqué que je chante toujours aussi bien. En même temps, vous avez reconnu, hein. Carlos, big bisous. Bon, les plus jeunes se disent, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour des raisons de droit, je ne vais pas vous la faire écouter, mais après le stream, vous allez sur Internet, vous tapez big bisous Carlos, vous allez vous régaler. Big bisous, toucoudoum, toucoudoum. Alors, qu'écrit ce spécialiste? D'abord, qui est-il? David Le Breton, anthropologue, donc on est avec quelqu'un de sérieux là, professeur à l'université de Strasbourg, et pourtant il s'appelle David Le Breton, Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France et spécialiste du toucher. Donc on est avec quelqu'un qui s'intéressait aux interactions sociales par le contact physique. Donc on est avec le spécialiste un petit peu de la question notamment de la bise dans le France, sinon dans le monde. Que dit ce monsieur? Et c'est très intéressant. La bise a pris un coup dans l'aile, c'est clair. Alors d'abord, elle posait problème. Une bise, 2, 3, 4, etc. Dans le chat, j'ai vu d'ailleurs plein qui me disaient « Ouais, chez moi c'est 2, chez moi c'est 4, etc. » Dans la relation mixte, elle crée, donc la bise, aussi une ambiguïté. Si je fais la bise, est-ce que je suis intrusif? Est-ce que je suis abusif? Si je ne la fais pas, est-ce qu'on va penser que je suis un peu froid, que je vais instaurer une espèce de barrière? Eh bien, la crise sanitaire a balayé tous ces dilemmes, toutes ces questions. Elle crée en outre un inconfort dans le monde du travail, c'est vrai ça. Notamment pour les femmes qui parfois se retrouvaient à faire des dizaines de bises dans la journée. Et c'est vrai que ça, moi, je l'ai lu dans des interviews, et puis je l'ai même entendu dans les rédactions où j'ai travaillé. Voilà, il y avait certaines femmes, ça commençait à leur barber d'embrasser tout le monde là le matin. Avec la bise. Donc elle crée un inconfort dans le monde du travail, et à l'université, certaines collègues ont depuis longtemps mis un terme à la bise, donc des collègues de ce chercheur. C'était plus un embarras qu'une interaction. La crise a mis un terme à tout ça, et notre spécialiste, donc David Le Breton, l'anthropologue, estime que l'avenir de la bise en dehors du cercle familial, mais là on parle bien sûr au travail notamment, ou dans des activités diverses, mais en dehors de la famille, eh bien, est compromis. C'est son pronostic. La bise va peut-être ne pas survivre au Covid-19. Conclusion très intéressante de l'anthropologue, comment réinventer la relation, le contact, demande le journaliste. C'est pas un problème, parce que le contact n'est pas que physique. On le voit dans le langage, par exemple. On le voit dans le langage, un orateur qui a un bon contact avec son public, un bon contact, ne touche pas à son public, il ne va pas toucher tous les gens dans l'assemblée, mais il peut avoir un bon contact. Il a une prestance, il a un regard, il a un sourire pour établir une relationnalité forte. Les expressions, autre exemple de David Le Breton, je suis touché, ça me touche, prouve que le lien étroit entre le contact et la qualité de la relation ne passe pas que par le physique. Voilà. Alors certains vont peut-être regretter qu'il y a un côté charnel, comme ça, un petit peu, il y a des gens très tactiles, regretter la bise, mais le pronostic de ce monsieur, c'est que la bise va disparaître. Là, je pense que c'est l'heure de faire un sondage. Je vais, puisque j'ai appris à faire ça, j'espère que ça va marcher, on va faire un sondage, je vous remets, hop, l'article bien, big bisous, et je vais créer un sondage. Alors, c'est parti. Voilà, je vois pas bien, nouveau sondage. Alors, question. Le Covid... c'est plus une question à vous. C'est la bise doit-elle disparaître? C'est votre avis là-dessus. Est-ce que selon vous, ce serait bien que la bise disparaisse? La bise doit-elle disparaître? Ça, c'est la question. Réponse. Première réponse. Oui. Il est temps. Ok. Point d'exclamation. Oh là, j'en fais des trucs de fou. Deuxième réponse, non, touche pas à ma bise. Quel talent. Ma bise. Voilà, donc, la bise doit-elle disparaître? Oui, il est temps, ou non, touche pas à ma bise. Commencer un sondage. On va mettre 2 minutes. 2 minutes. C'est parti. Donc, n'hésitez pas à actualiser le chat pour voir le ça y est, c'est parti. Oh là là, on a 1000 votes, on a 1500 votes, vous êtes des fous, 1600 votes. Pour l'instant, c'est oui, il est temps que la bise disparaisse. 62% qui est en tête avec 38%. Oui, je vous le fais façon course hippique. Oui, c'est tout à fait, c'est le oui, il est temps qui a pris tout de suite l'avantage sur
Non, touche pas à ma bise, mais qui fait de la résistance, 38% toujours. On va dire 2 tiers, 1 tiers sont en train de se confirmer. C'est intéressant ça, cet outil aussi. Parce que moi, j'avais ce constat de l'anthropologue David Le Breton, mais j'avais pas de sondage sur la question. Qu'en pensent les Français? Je ne sais pas si vous êtes un représentatif de l'ensemble des Français, mais ça confirme un petit peu le fait que pardon pour la bise si elle nous regarde ce soir, mais qu'elle a un peu du plomb dans l'aile en ce début de 2021. On est toujours sur... En fait, les premiers votes ont donné la tendance. Là, vous êtes déjà 2700 à avoir voté. 62%. Oui, il est temps que la bise disparaisse. 38% non. Touche pas à ma bise. Je vais voir le chat. Il y a plus de votes dans ce sondage que pour les élections européennes. Je suis suisse et j'ai voté le sondage est faussé. Est faussé. Il y a des Belges. Mais amis suisses, amis belges, vous êtes les bienvenus, bien sûr. En Belgique, on dit une baise. En Belgique, on dit une baise. Va faire une grosse baise à mamie. Ouais. Je vis pas en Belgique. On peut vérifier cette info-là, s'il vous plaît. La bise peut être hyper oppressif. Parfois, c'est vrai. Voilà. Alors, je pense qu'on va clore ce sondage parce que la tendance, elle bouge plus. Donc vous êtes près de 3000 à avoir voté, 62% oui il est temps que la bise disparaisse, non touche pas à ma bise 38%. Donc on est sur on va dire du 2 tiers, 1 tiers. Paf, je termine le sondage. Mais manifestement, effectivement, tac, effectivement, la bise a un petit peu du plomb dans l'aile. Bon, bah, je suis content de ce sondage. Qui était intéressant. Je me remets sur le chat. Et vous voyez, bon, ça peut sembler anecdotique, mais on est sur quand même une vraie question. Une vraie question, puisqu'on est dans la relation à l'autre, la façon dont on fonctionne en société. A priori, la bise pourrait ne pas passer cette année 2021. En tout cas, on va la voir a priori de moins en moins. On s'est amusé ensemble de la une de Sud-Ouest tout à l'heure, qui évoquait quelques raisons d'espérer. Alors en une, il y avait le prochain James Bond et les prochains JO. Bien sûr, il n'y a pas que ça. D'ailleurs, hop, on va feuilleter un peu Sud-Ouest. Alors, qu'est-ce qui nous permet peut-être d'être un peu plus optimiste? Je fais mes réglages en même temps. Le chat, vous avez une belle fenêtre, moi on me voit à peu près, ok c'est bon. En 2021, le journal Sud-Ouest écrit: s'il est difficile d'imaginer une année plus chaotique que la précédente, tentons d'y voir quelques raisons d'espérer un matériau à manipuler avec une prudence dessus. Ouais, on a tous super envie d'être plus optimiste pour l'année qui vient, mais soyons prudents. C'est pas parce qu'on a très très envie que ça va forcément se réaliser. Premier espoir, la santé bien sûr, le vaccin qui arrive et qui va nous permettre, on l'espère, de surmonter la pandémie. Mais sur le plan sanitaire, ça n'est pas tout. Il y a d'autres bonnes nouvelles, nous rappelle Sud-Ouest. La poliomyélite vient officiellement d'être éradiquée du continent africain. Elle est désormais en passe de l'être sur l'ensemble de la planète. Des chercheurs suisses et italiens, autre bonne nouvelle, ont mis en corrélation la maladie d'Alzheimer, la fameuse, et un déséquilibre du microbiote intestinal. C'est une découverte qui ouvre la voie à de nouvelles stratégies préventives. Donc cette maladie d'Alzheimer, contre laquelle on est un peu impuissant aujourd'hui, eh bien, des recherches prometteuses commencent à donner des résultats. Et puis il y a un vaccin qui s'annonce très prometteur aussi contre la maladie de Lyme, la fameuse maladie transmise par les tiques, qui pourrait bientôt être disponible. Tiens, ça c'est une info que je n'avais pas. Bientôt peut-être un vaccin contre la maladie de Lyme. Et puis il y a autre chose alors, qui fait rêver, mais là aussi je pense qu'il faut le prendre avec beaucoup de prudence, mais ce serait tellement cool. Écoutez, du côté de l'université de Cardiff, donc on est au Pays de Galles, une équipe de chercheurs vient enfin de découvrir une cellule immunitaire capable de s'attaquer à la plupart des tumeurs. Une thérapie universelle contre le cancer. Alors là on voit ça. Ça fait rêver. Bon, mais évidemment, il faut rester prudent. Mais imaginez que demain, on arrive à trouver une thérapie universelle contre le cancer avec une cellule immunitaire qui s'attaquerait à la plupart des tumeurs. Mais juste le rêve, imaginez qu'on ait ça dans les prochains mois, les prochaines années. Donc ça, c'est sur le plan sanitaire. Sur le plan de l'économie, bon, on ne va pas échapper à des faillites au début de 2021. On ne va pas échapper à des suppressions d'emplois. Mais là aussi, Sud-Ouest se veut positif avec un chiffre qu'il faut retenir qui est celui de la croissance post-confinement. Là, on parle de la croissance en France après le premier confinement, mesurée à plus 18%, ce qui est juste énorme pour le troisième trimestre. Évidemment, ça a suivi un deuxième trimestre qui était catastrophique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a
un fort rebond tout de suite. C'est-à-dire dès qu'on lève les carcans, notamment les mesures sanitaires, eh bien l'économie française est potentiellement dans les starting blocks d'une reprise rapide. Donc le terrain perdu pourrait être vite regagné. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle toujours du sport, avec les JO, avec l'Euro qui a été reporté, qui va pouvoir revenir, le cinéma, donc il va y avoir une avalanche de films en 2021, tous les films qui ont été reportés, 117 films déjà à l'affiche de 2021, le retour de James Bond, OSS 117, les Tuches, on en parlait hier d'ailleurs, qui auront d'ailleurs peut-être un peu de mal à se partager le gâteau, parce qu'il y a beaucoup de films sympas qui vont arriver en même temps, et peut-être trop. Voilà. Et puis, au niveau du sport, eh bien, on aura Roland-Garros, mais a priori aux dates habituelles, on aura le Tour de France a priori aux dates habituelles. Et je vous ai mis aussi, je suis un peu un maniaque du stabilo jaune, je vous ai mis aussi cette interview de Jacques Lecomte, qui est un expert en psychologie positive. Et lui, son mantra, c'est de dire arrêtons de nous lamenter, arrêtons de ne voir que les mauvaises nouvelles, peut-être un petit peu la cause des médias. Le monde globalement va mieux. Va mieux si on prend un peu de recul. Alors, lisons cette interview de Jacques Lecomte, expert de la psychologie positive, qui dresse le portrait d'un monde moins sombre que ne le répètent les théoriciens de l'effondrement. Il est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez », donc voilà, le mantra il est là. Que dit-il ? Je dis pas que le monde va bien, je dis qu'il va mieux. Beaucoup mieux même qu'on ne le pense. Sauf que nous en avons une vision déformée, en partie à cause des médias. Mais les médias qui rapportent que des mauvaises nouvelles, qui ne sont pas vraiment là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Et là, Jacques Lecomte reconnaît que oui, c'est aussi un petit peu le rôle des médias, d'annoncer ce qui ne va pas. Mais il dit du coup, ça modifie notre perception réelle du monde dans lequel on vit. C'est intéressant, non ? Donc, explication. Bien sûr, l'époque des évolutions, j'évoque des évolutions à long terme, pas sur une année comme celle qui vient de s'achever, parce que la France, c'était la catastrophe, mais il rappelle des bonnes nouvelles. La poliomyélite dont on parlait, qui va quasiment disparaître, là, c'est quand même un super progrès. Sur le plan écologique, il est intéressant d'évoquer aussi ce dont on ne parle pas, que certains problèmes ont été réglés, ou en voie de l'être. La couche d'ozone, on en parlait tellement il y a quelques années, le trou dans la couche d'ozone, il est a priori refermé. Le fait qu'il y a beaucoup moins de marée noire qu'il y a 30 ans. Peut-être parce que des mesures d'encadrement de navigation plus dures ont été prises. La pollution des rivières et des fleuves qui diminue, comme dans le Rhin, la Seine ou la Tamise. Ouais, alors ça peut-être dans les pays développés, parce que c'est pas vrai partout. Pour ce qui est des conflits armés, alors est-ce qu'on a tous ça en tête ? C'est vrai ce qu'il dit. Pour ce qui est des conflits armés, disons enfin que notre période est l'une des moins meurtrières de l'histoire. Bien sûr, il y a des conflits qui existent à travers le monde. Mais les guerres entre États, voire les guerres mondiales, ces guerres entre États et ces guerres mondiales qui sont évidemment les plus meurtrières dans l'histoire de notre civilisation, ont globalement été remplacées par des guerres civiles, certes dramatiques, mais moins meurtrières. Donc voilà, le constat de ce monsieur, Jacques Lecomte, expert en psychologie positive, c'est que parfois on ne sait pas assez prendre de recul par rapport à un siècle, sinon un millénaire, et si on prend ce recul, pour lui en tout cas, eh bien, le monde va mieux. Pas bien, mais mieux. Il fait beau aujourd'hui, c'est dingue. Petit point météo dans la matinée Étienne, je sais pas chez vous, mais là, il y a un ciel bleu derrière moi, c'est juste une tuerie. Qu'est-ce que je fais ? Je vais profiter du ciel bleu, je reste avec vous. Je vais pas faire un sondage. 10h23, je reste avec vous, bien sûr. Conclusion de cet expert, qui se félicite enfin, il se félicite de ce qui s'est passé cette année, notamment en France. Je vous lis ces quelques mots. Nous sommes arrivés à la fin de cette année, la société ne s'est pas effondrée, c'est grâce selon moi au carré gagnant de la gouvernance, quand face à une crise majeure comme le Covid, se mettent ensemble autour de la table l'État, ou les États à l'échelon européen, la société civile, les associations militantes, les industriels, les scientifiques, eh bien une sorte d'union sacrée que l'on devrait essayer de rendre plus durable. Donc voilà, pour cette vision volontairement positive du monde et de la France dans laquelle nous vivons. On continue avec les bonnes nouvelles mises en avant par Sud-Ouest ce matin. Certains Français seront plus riches qu'avant la pandémie. En fait, ce que dit Sud-Ouest ici, c'est qu'on a moins consommé pendant notamment les confinements, forcément, beaucoup de commerces étaient fermés. Donc certains Français, les plus riches, ceux qui avaient le moyen de le faire, ont pu épargner. La question, c'est est-ce que cette épargne va être très bientôt réinjectée dans l'économie ?
ce qui serait intéressant bien sûr et important pour faire redémarrer la machine économique. Et puis, dernière bonne nouvelle pour Sud-Ouest, l'environnement ne sera pas sacrifié sur l'autel sanitaire. La crise n'aura finalement pas remis en cause la nécessité d'aller vers des économies plus vertes. C'était une vraie interrogation, ça. Quand on a vu les conséquences dramatiques sur l'économie mondiale de la pandémie, on s'est dit, quand ça va repartir, là il y a un peu moins de pollution puisque les industries sont un petit peu à l'arrêt, quand ça va repartir à toute blinde, et puis les considérations écologiques vont passer au second plan, on va polluer plus que jamais. Le Sud-Ouest estime que non. La crise n'aura finalement pas remis en cause cette nécessité d'aller vers des économies plus vertes. En marge des mesures de soutien à l'économie pure et dure, les grands pays préparent des plans de relance massifs, notamment destinés à la transition écologique. Ok, optimisme à vérifier quand même, on vérifiera avec les faits. On continue la presse en région avec l'Ardennais. On est dans la région de Charleville-Mézières, c'est l'un des départements, les Ardennes, concernés par ce fameux couvre-feu à 18h. Et je me suis intéressé à cet article que vous voyez signalé en bas à droite ici, les règles du nouveau couvre-feu. Comment ça marche? Vieux les Ardennes, nous dit Lady Capulette. Les règles du nouveau couvre-feu, comment ça fonctionne concrètement? Pour ceux qui sont dans les 15 départements concernés, ça va les intéresser, parce que c'est 18h, mais c'est 18h pas strict. Explication. Les commerces, évidemment, les commerces vont fermer à 18h, pas de problème. Mais les restaurants, les pizzerias et autres, vont pouvoir continuer à faire livrer les commandes. Donc livraison possible après 18h, on ne va pas mourir de faim. 2. Garde d'enfants, enseignement et formation. Alors ça, je l'ignorais. L'avancée du couvre-feu ne remet pas en cause la possibilité que les établissements recevant du public ou les autres structures qui accueillent de la garde d'enfants, de l'enseignement, des activités périscolaires ainsi que de la formation professionnelle de continuer à accueillir leur public habituel au-delà de 18h, ni à ce public de rentrer chez lui, y compris en moyen de transport collectif. En gros, pour tout ce qui est tâches d'éducation, y compris pour les nounous, les gardes d'enfants, eh bien, si c'est dans ce contexte-là, il n'y a pas de couvre-feu. Un cours qui se poursuit après 18h. 1, vous avez le droit d'y assister. 2, vous avez le droit de rentrer chez vous après. Même dans les transports en commun. Il faudra cocher la bonne case. Sur l'attestation, c'est tout. Activité professionnelle. Les commerces seront fermés pour éviter trop de flux, de rassemblements. Vous connaissez la logique de cette décision. Mais, c'est le numéro 3 là. Les activités professionnelles ne sont pas touchées par le couvre-feu. Donc, sur l'attestation, si c'est pour le boulot, vous avez le droit de vous déplacer, y compris après 18h. Activité de plein air, par contre, là, activité de plein air après 18h, c'est niette. Il n'y a pas de case à cocher. Et pour les lieux de culte, c'est pareil. Pas de motif dérogatoire permettant l'accès aux lieux de culte après 18h. Voilà. Donc on a un petit cadre là. J'ai ma cantine à 18h30, c'est cool, Romulus. Romulus. Ah non, c'est Rolumus, c'est pas Romulus, tiens. C'est Rolumus. Je suis content pour la cantine, Rolumus. 18h, tout. Ouais, d'accord. Donc Nice matin, dans le département. J'ai un trou, c'est les Alpes-Maritimes. Nice, c'est bien sûr les Alpes-Maritimes. J'ai besoin de vous là, parce qu'évidemment, vous savez ça. Vous êtes 6789, donc vous avez... Oui, confirmation, d'accord. Ah, café. Café, c'est au café. Bon café à tous. Mais heureusement qu'il est là, lui. Ah, mon ami le thermos. Donc, Nice matin, Alpes-Maritimes, merci de la confirmation, les amis. J'ai eu un petit doute. Concerné aussi le département par ce nouveau couvre-feu à 18h. Ça commence quand? Ça commence ce soir, puisqu'on est le samedi 2 janvier. Et en bas à gauche, qui sont les premiers bébés de 2021? Ah, on y revient, vous n'allez pas y échapper. Moi, c'est mon petit bonheur des journaux, des premiers jours de 2021 et plus généralement de chaque début d'année. Les journaux s'intéressent en région à ces premiers bébés de l'année. Alors, on en a plusieurs là. Tout à l'heure, on était avec Alba, vous vous rappelez, qui était toute chouette. Et là, on a plusieurs bébés. On a Léna à gauche, on a Rose au milieu, on a Mercure, c'est joli comme prénom. Les parents sont du Kosovo, je crois. Voilà, à droite. Et puis alors, on a tous les détails, on a les kilos. Alors ils sont pas tous... Léna, 4,3 kg. Donc ça, pour ceux qui ne sont pas parents, c'est ce qu'on appelle un beau bébé. Hein.
4 ans. Et elle est née à minuit 07. Donc c'est un des premiers bébés de l'année. À droite, au milieu, c'est Rose, 2,4 kg. 4,3 kg, 2,4 kg. Il y en a une qui fait le double quand même. Hein. Rose, poussait son premier cri à 1h21. Bravo Rose et bienvenue. Elle est née, regardez comme c'est chou, dans l'établissement où sa maman exerce son métier de sage-femme. La maman qu'on voit au milieu, qui est très jolie là, elle est sage-femme. Elle a accouché à la maison, au travail en fait, hein, chez elle. Quoi. Et puis on a un petit Mercure à droite là, petit bébé de 2,4 kg aussi. Voilà. Je crois que ce sont ses parents, je l'ai vu dans l'article, qui sont originaires du Kosovo. C'est ça, et qui sont installés à Nice. Voilà. 2 Niçois d'adoption, voilà, qui ont tout gagné en ce début d'année avec leur petit Mercure en pleine forme. Félicitations aux bébés et aux parents. Ah, c'est déjà fini la presse en région? Oh bah dites donc. Bon, mais on n'a pas terminé. 10h30, on est ensemble depuis 1h dans la matinée Étienne. On a passé ensemble déjà la presse en région, on a vu les unes, on est rentré dans quelques dossiers sur les bébés, sur ceux qui se baignent le premier de l'an, sur la disparition annoncée de la bise. Pour ceux qui nous rejoignent, on a fait un sondage d'ailleurs, et vous étiez une large majorité à souhaiter la disparition de la bise. Et maintenant, on va lire 2 journaux nationaux. Pourquoi que 2? Parce que il n'y a pas beaucoup de quotidiens nationaux qui sont parus aujourd'hui, mais on a 2 livraisons intéressantes, du Parisien et de Libération. On commence avec le Parisien, un gros dossier bâti en fait sur un sondage. Le journal a commandé un sondage pour demander aux Français quels étaient les événements ou les personnalités qui ont changé le monde ces dernières années. Tiens, mon stabilo a disparu sur cette page. Ah non, c'était là. Ok. Bon, là on a une analyse d'Anne Sinclair, la célèbre journaliste, sur ce sondage, sur l'espèce de hiatus, de séparation entre les jeunes, le regard des jeunes sur le monde dans lequel on vit, et les plus âgés. En fait, j'ai pas trouvé ça très pertinent. J'adore Anne Sinclair, mais ça m'a pas convaincu. Je vous livre un petit peu l'analyse d'Anne Sinclair. Ce qui me frappe le plus dans cette enquête, donc le sondage sur ce qui a marqué les Français ces 20 dernières années, ce sont les réponses des jeunes de 18 à 24 ans. Ils sont vraiment la génération Beyoncé, Rihanna et Lady Gaga. Bon, c'est peut-être un petit peu résumé ça. Leur univers, c'est la série Game of Thrones, comme tout le monde, mais aussi la Casa de Papel. Les personnages dans lesquels ils se reconnaissent sont en décalage avec les choix de la population française dans son ensemble. Johnny les indiffère, 15%, au contraire de la majorité, Johnny il est super en tête des sondages, qui avec Céline Dion le vénère. C'est Jamaïque qui les fait rire, plus que Florence Foresti ou Danny Moon. C'est Greta Thunberg qui est pas de 25% des jeunes, ainsi que Steve Jobs, le fondateur d'Apple, et Mark Zuckerberg, celui de Facebook. Ok, bon ça se poursuit ainsi, et elle conclut, Anne Sinclair, la planète jeune a toujours eu ses totems et ses engagements, mais ils sont plus soulignés que jamais. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que les jeunes mettent en avant d'autres événements marquants pour eux de ces 20 dernières années, ou d'autres artistes. Ça me semble complètement normal en fait, parce que c'est juste que d'abord ils ont pas forcément vécu les événements qui ont marqué les autres, d'une part. Alors quand on les a pas vus en direct, tout le monde se souvient, à condition d'être né à l'époque et d'être devant sa télé, ce qu'on faisait ce moment-là. Donc déjà, ça dépend effectivement de son âge, c'est pas très surprenant. Et puis qu'un jeune écoute pas Johnny en boucle toute la journée, là aussi, quelle est la surprise, quoi. Donc ce constat comme quoi les réponses des jeunes sont forcément super surprenantes, je suis pas convaincu, voilà. Mais bon, après, c'est peut-être moi qui suis dans l'erreur. Alors voici les résultats de ce sondage, d'abord sur les événements qui ont le plus marqué les Français depuis ces 20 dernières années. Vous voyez là l'image en haut en haut à gauche là, des tours du World Trade Center qui s'écroulent. On était le 11 septembre 2001. Si on demande aux Français quel est l'événement le plus marquant pour eux de ces 20 dernières années, à 70%, très loin devant, c'est l'effondrement des Twin Towers. 55% juste derrière, c'est toujours du terrorisme. Et ça, c'est un enseignement, c'est-à-dire que quand on demande aux Français quels sont pour eux les événements marquants de ces 20 dernières années, ce sont les attentats, les actions terroristes qui arrivent en premier. 55%, les attentats de Saint-Denis et Paris de 2015. 42%, est-ce que vous vous souvenez de ces images? Bien sûr, vous en souvenez, totalement incroyable. 2004, le tsunami
qui a ravagé l'Asie du Sud-Est. Et ensuite, les confinements en France, dans le monde, bien sûr, 41%, l'accident nucléaire de Fukushima, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les attentats de Nice, terrorisme encore, l'assaut, la capture et la mort de Ben Laden, terrorisme encore, Barack Obama et sa famille, le passage à l'an 2000, la mort de Michael Jackson, les manifestations des Gilets jaunes, 18%, le crash du Concorde, 17%, la marche Je suis Charlie, terrorisme toujours, et l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, quand même, le Sofitel, tout ça, ouais, tiens, 15%. Donc, ce qui est intéressant, c'est, d'ailleurs c'est ce que confirme l'analyse de Denis Péchanski, qui est un directeur de recherche au CNRS, qui est très intéressant, que j'ai déjà interviewé, et qui constate cette surreprésentation dans la mémoire collective des actions terroristes de ces 20 dernières années. Le 11 septembre apparaît comme la matrice du 21e siècle. Denis Péchanski qui explique qu'il est frappé par la domination de l'attaque du 11 septembre dans cette liste, mais il constate que oui, le 21e siècle sera celui du terrorisme, en tout cas dans l'imaginaire collectif des Français. Une personne sur deux considère que le terrorisme et l'islamisme radical auront un impact majeur sur les 10 prochaines années. Voilà pour ce constat. Je trouve intéressant de le souligner. Les visages maintenant. Les visages, les personnalités qui, selon les Français, ont le plus marqué ces 20 dernières années. 1. Barack Obama. Voilà. Pour des bonnes raisons, pour des mauvaises raisons aussi. Je pense que vous connaissez le débat, notamment sur les conflits dans le monde. Trump. Deuxième position, 38%, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Oussama Ben Laden, troisième visage marquant de ces 20 dernières années. Le premier français, c'est le président Macron, 18%, donc devant les autres présidents français de ces 20 dernières années. On peut aussi estimer que c'est parce que c'est le plus récent. Angela Merkel, la chancelière allemande, Greta Thunberg, la jeune militante écologiste. On a Mark Zuckerberg, 13%, Steve Jobs, donc vraiment les acteurs de la nouvelle économie et des nouveaux médias, et puis Vladimir Poutine, 12%, les personnalités marquantes de ces 20 dernières années pour les Français. En matière politique, en matière musicale, alors on est d'accord ou pas, en tout cas c'est le constat des Français, la personnalité artistique dans le monde de la chanson qui a le plus marqué les Français, c'est Johnny Hallyday, sur ces 20 dernières années, 34%, suivi de Céline Dion et Stromae pour terminer le podium. Après, vous avez Lady Gaga, Soprano, Vianney, Gims, Kenji Girac, Julien Doré, Rihanna, Angèle, Mika, Beyoncé, Christine and the Queens, Pharrell Williams, Matt Pokora, Eminem, Britney Spears, Aya Nakamura, Jennifer Lopez, Diams, Jennifer, tout court, la nôtre, Jay-Z et Kanye West. Voilà, pour la liste. Il n'y a pas Daft Punk, non, il n'y a pas Daft Punk, il n'y a pas Diams, il n'y a pas Jul, désolé, il n'est pas dans la liste. Il n'est pas dans la liste, il est dans votre liste, mais il n'est pas dans. Il y a 0 rappeur, si, il y a 0. Si. Alors, je suis pas un spécialiste de. Je n'avais pas écouté Soprano. Soprano, c'est du rap ou pas? C'est du rap, Soprano, non? Jay-Z, c'est du rap. Qu'est-ce que. Ouais, il y en a un petit peu quand même. Il n'y a pas Eminem. Oui, je vous ai fait le signe de Jul, j'espère que je ne l'ai pas abîmé. Il n'y a pas IAM. C'est un sondage. Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, Johnny Hallyday. Et justement sur Johnny... Johnny, pourquoi Johnny? C'est peut-être ça qui est le plus surprenant dans ce sondage. Pourquoi Johnny est à ce point cette espèce de figure tutélaire qui est pour 34% des Français le chanteur qui a le plus marqué ces 20 dernières années en France? Tentative d'explication du Parisien. Johnny, c'est d'abord une qualité vocale et un physique impressionnant. Bon, là-dessus, je pense que pas de souci. Ça c'est intéressant, il s'est vite imposé comme une icône d'une génération, celle d'après-guerre, encore marquée par les traditions, mais qui a envie de modernité. D'un côté, la tradition de la chanson française, et de l'autre, la facette rock, rebelle. Il jouait sur les deux tableaux. C'est cette capacité de Johnny d'en appeler à la tradition de la chanson française, et en même temps à cette nouvelle vague, à l'époque, du rock, qui explique une partie de son succès. Il a aussi, et ça aussi c'est essentiel, et je pense que ce sont des arguments intéressants pour expliquer ce résultat, il a aussi réussi à franchir les barrières des générations, parce qu'il a eu le talent de faire appel à de nouveaux auteurs, à chaque fois Goldman, Obispo et plein d'autres. C'est une performance qui n'a pas beaucoup d'équivalent. Voilà. Élément intéressant, non, il n'y a pas Patrick Sébastien. Désolé, dans le classement.
Ah, je suis en train de... Les sardines. Qu'est-ce qu'elles ont serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. J'ai pas le droit de passer de la musique. Qu'est-ce qu'elles sont serrées au fond de cette boîte? Chante les sardines. Les aromates. Hey! Voilà, désolé. L'humour. Bon, l'humour, je vais pas vous donner tout le classement. Numéro 1, Florence Foresti. 2, Danny Boone, Gad Elmaleh. Les séries. Ça m'intéresse. Parmi les séries suivantes, quelles sont les 3 qui, pour vous, ont le plus marqué ces 20 dernières années? C'est la question qui est posée aux Français par ce sondage Opinion. Ouais, ça donne 1. Vous avez une idée du 1 ou pas? Ah ben bon, il y a une photo, il y a un indice. 1. Ouais, bah oui, il y a eu un indice. Game of Thrones. 2, La Casa de Papel. 3, Desperate Housewives. Ensuite, Plus belle la vie, sur France 3. Friends, Grey's Anatomy, Prison Break, Fais pas ci, fais pas ça, Lost, Le Bureau des légendes, 24 heures chrono, 10% H, Homeland. Je sais ce que vous allez me dire. Et vous allez me citer plein de séries plus récentes qui sont pas dans le classement. Bah ouais. Mais là, on est sur les 20 dernières années, donc un recul, voilà. Et puis ce qui a marqué la mémoire aussi, c'est certaines séries, c'est pas les plus jeunes, on est d'accord, mais alors il n'y a pas Kaamelott, il n'y a pas, est-ce qu'il y avait Breaking Bad? Ouais, non, il n'y a pas Breaking Bad, voilà. Il y a des séries qui sont devenues cultes depuis, mais sur le recul des 20 dernières années, qui ne sont pas forcément parmi les plus cités des Français. Et puis là encore, c'est pas un sondage auprès des passionnés de séries, dont vous êtes peut-être, c'est un sondage auprès de tous les Français, y compris les seniors, y compris ceux qui ne s'intéressent pas forcément aux séries. D'où cette surreprésentation de certaines séries un peu anciennes, comme Plus belle la vie, comme Friends. On est un petit peu dans la préhistoire de la série quand même. Là. Friends, Prison Break, et j'en passe, et j'en passe. C'est drôle parce qu'il y a un article dans Libération ce matin, je crois, où quelqu'un... je crois que la série 24 heures, chrono, la 24 heures, est de nouveau accessible, là, je ne sais plus sur quel support, et un journaliste de Libération s'est retapé la série et se demande comment on a pu passer autant de temps devant. Alors le constat du journaliste, c'est que ça a un petit peu vieilli, voilà, mais à l'époque ça a été un truc énorme. Donc un petit élément d'explication sur les séries. Un petit peu de sport, allez, un peu de sport, on espère une année 2021 plus sympa à ce niveau-là. En tout cas, ce qui a marqué les Français, les événements sportifs ces 20 dernières années, c'est 1, l'équipe de France de football championne du monde 2018. Comment ne pas être d'accord? Le doublé de Teddy Riner au JO en 2012 puis 2016. Tu m'étonnes, quel champion! Et la victoire des Bleus à l'Euro 2002 football. Ensuite, Tipeee, Tony Parker, Usain Bolt, Julien Alaphilippe, le maillot jaune au Tour de France 2019, l'équipe de France de handball, championne du monde en 2017, le titre olympique de l'or Manodou 2004, Amélie Mauresmo, l'Open d'Australie et Wimbledon 2010, et Marion Bartoli, Wimbledon en 2013. Ce qui me fait plaisir là, c'est qu'il n'y a pas que du foot. Souvent on a l'impression quand on lit certains journaux sportifs qu'on ne parle que de football, il n'y a pas Fourcade, ouais. Mayol, effectivement, bonne remarque. Et tout le monde n'est pas là. Et Zidane, il fait du cricket. Que des hommes. Mais non, mais pas que des hommes. Je viens de citer Marion Bartoli, Amélie Mauresmo, Laure Manodou. Faut écouter, les gars. Bon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas Fourcade. C'est vrai que c'est un peu... voilà. Il n'y a pas Pierre-Antoine Ambroise Boss, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais je vois qu'il y a beaucoup de regrets sur le fait que Martin Fourcade soit pas... Il n'y a pas Sébastien Loeb. Là encore, c'est pas un classement qui se veut exhaustif, c'est juste un sondage, voilà. Mais je le trouvais intéressant. Là, la question qui a été posée aux Français par ce sondage OpinionWay, c'est parmi les innovations suivantes de ces 20 dernières années, quels sont les 2 qui ont le plus changé votre quotidien? 1. Google et les moteurs de recherche. 2. Amazon et l'e-commerce. 3. Facebook et les réseaux sociaux. Là, on ne sera pas trop surpris. Il y a Netflix ensuite en 4, l'iPhone d'Apple ensuite, la voiture électrique qui est citée quand même par 8% des gens alors qu'on est qu'au tout début de cette révolution, Airbnb, Uber, et pour fermer le classement, les innovations suivantes qui ont le plus changé votre quotidien, Loft Story et l'arrivée de la télé-réalité. Ok, j'aurais pas mis ça moi, c'est que 2%. Mais ça fait beaucoup. Ouais, si, en même temps, la télé-réalité, ça bouscule notre quotidien. C'est que subitement, on s'est mis à regarder plein de trucs un peu con à la télé, quoi. Ouais, on peut dire ça. Moi, quand j'ai commencé il y a 25 ans ce métier, il y en a plein qui sont pas nés, là, ou qui étaient tout jeunes.
mes premières rédactions, les premières rédactions que j'ai bossées. Imaginez-vous le truc. Alors d'abord, tout le monde fumait. Donc les rédactions, vous rentrez dans une rédaction, mais toutes les rédactions de France. Hein. Donc on parle là des années... j'ai commencé à travailler en 95 par là. Donc, ouais, 25 ans, c'est ça. Vous rentrez dans une rédaction, c'était un nuage de fumée. Le journaliste, il clopait. Un journaliste, il fumait, il écrivait sur sa machine à écrire. C'était à peine le début de l'ordinateur, si, quand même. Et puis, ça fumait. Ça fumait. Alors même si vous n'étiez pas fumeur, eh bien, vous étiez fumeur. Vous aviez pas le choix. Donc, quand on voit aujourd'hui comment le tabac a disparu de l'espace public, c'est un peu surréaliste. Mais c'était juste surréaliste. C'était à l'époque des dinosaures. Oui, tout à fait. Merci pour cette remarque dans le chat. Puis, il y a eu la loi Evin après, ouais. Donc 95, on avait encore ce tabagisme passif, mais surréaliste. Ensuite, l'information, comment elle nous arrivait, nous les journalistes, dans les journaux par exemple. Eh bien, on avait des téléscripteurs. Donc on avait d'espèces de grosses imprimantes qui étaient placées dans un coin de la rédaction. Il faut imaginer cette énorme imprimante qui faisait un boucan de dingue, imprimée toute la journée en continu des dépêches, donc des dépêches d'agences, de l'agence France Presse, de l'agence Reuters, qui est une agence britannique, de l'agence AP, Associated Press, qui est américaine. Voilà. Donc c'est des abonnements, qui sont assez chers d'ailleurs, que les journaux ont toujours d'ailleurs, mais la forme a changé. Et donc cette machine, ce téléscripteur, crachait de la dépêche toute la journée et il fallait la découper. Donc il y avait quelqu'un, souvent un petit stagiaire, parce que c'était pas le boulot le plus sympa, qui découpait toutes les dépêches qui tombaient et qui les rangeait. France, International, Économie, Sport, voilà. Et puis qui après, Michel Dépêche. Michel Dépêche. Excellent, Michel Dépêche. Alors ça. Michel Dépêche, vous avez la ref ? Michel Dépêche. Oh, j'adore. C'est Mouse notamment qui m'a... J'adore. Et donc ça, voilà, et donc évidemment c'était un peu surréaliste. Alors, il y avait pas Internet. Alors quand vous deviez chercher une info, vous aviez le centre de documentation du journal, où il y avait plein de journaux qui s'entassaient, ou plein de livres avec des fiches. Il y avait des documentalistes, voilà. Donc il n'y avait pas Internet. Donc c'était un peu, c'était un peu foufou de voir. Quand la révolution technologique a apporté quand même. Internet après, puisque après est apparu Internet, et ça a permis les outils numériques, de booster un peu tout ce qui est recherche d'infos, vérification d'informations, et puis les dépêches, vous les imprimez plus au kilomètre. Quand vous faites une recherche sur votre ordinateur pour trouver la dépêche qui vous intéresse, ça économise un petit peu de papier. Mais c'est vraiment un métier qui a été un petit peu quand même transformé aussi par ces révolutions technologiques. C'est l'heure du café ? Ouais, ça gargouille un petit peu. J'ai vu que quelqu'un avait entendu les gargouillements. Désolé, je me suis levé tôt pour lire les journaux, et puis mon petit bonhomme, mon dernier qui a 10 mois là, qui est pas trop envie de dormir cette nuit, donc je me suis un petit peu occupé aussi. Donc, café. Et plat. Vous êtes toujours là ? Ça va ? Bon, il y en a plus ? C'est la fin, hein ? Bon, 10h48, encore 12 minutes. Mais j'ai encore la fin du Parisien aujourd'hui en France à vous lire, j'ai Libération. Je vais peut-être manquer un petit peu de café. Vous êtes 8000 un samedi matin, c'est pas mal les gars, bravo. Légion d'honneur, bravo, la promotion Covid. Alors ça, je l'apprends par le Parisien ce matin. Il y a vraiment une teinte très forte Covid de cette promotion du début de l'année de la Légion d'honneur sur les près de 4000 Français ayant reçu la Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite d'ailleurs cette année. 2/3, c'est énorme, 2/3 ont œuvré à endiguer la crise sanitaire. Je vois que dans le chat, certains sont en train d'expliquer la blague sur Michel Dépêche, parce que Michel Delpech était un chanteur, écrit Cyber Bubble, d'où le Michel Delpech, pour ceux qui n'avaient pas la ref. Donc, promotion Covid, médecin, infirmiers, directeurs d'hôpitaux, chercheurs, responsables d'EHPAD, enseignants, chefs d'entreprise, 63% des, précisément 3884 promus du jour l'ont été pour leur dévouement lors de la crise sanitaire. C'est le président Macron, explique le journal, qui a voulu cela, cette teinte Covid,
Et je pense que ça peut se comprendre dans cette promotion 2021, en tout cas de décembre 2020, de la Légion d'honneur. Le ras-le-bol des commerçants, bah oui, bien sûr. De quoi nous parle le Parisien là? Eh bien des commerçants qu'on a un peu marre, notamment dans les 15 départements concernés à partir de ce soir, puisqu'on a rappelé que dans 15 départements essentiellement de l'Est de la France et d'Auvergne-Rhône-Alpes, à partir de 18h ce soir, les commerces vont devoir être fermés, et plus 20h. Donc il y a des commerçants qui sont en colère. Et regardez en bas l'article que je vous ai mis de côté, le petit coup de jaune là. Quels seront les prochains départements à y passer au nouveau couvre-feu à 18h, puisqu'on a bien compris que pour l'instant c'était 15 départements, il y a certains départements comme l'Aube qui ont échappé de peu. Le Parisien nous dit qu'il y a des départements qui pourraient être concernés dans pas longtemps. D'autres départements se rapprochent dangereusement du seuil d'alerte, c'est le cas de Paris, qui est pas très loin du seuil d'alerte, de ce couvre-feu à 18h. C'est le cas du Rhône, c'est le cas de la Côte d'Or encore. Donc attention, cette liste n'est peut-être que provisoire. Ah, intéressant ce papier, page 14 du Parisien. À quoi vont ressembler les centres de vaccination? Hier, on était ensemble pour la soirée Étienne, puisqu'on a pris rendez-vous à 17h, et je vous rappelais que sur la polémique portant sur le rythme de la campagne de vaccination contre le Covid-19, cette polémique qui enfle alors que dans d'autres pays, Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis, Israël, eh bien, la campagne de vaccination est sur un rythme beaucoup plus élevé, les critiques montent, et dans ses vœux aux Français, le président Macron, de façon un petit peu surprenante, a dit ça va pas du tout ça. Je ne tolérerai pas, pour de mauvaises raisons, a-t-il dit, un rythme insuffisamment rapide. C'est un peu surprenant parce qu'a priori c'est lui qui est aux manettes. Alors je m'interrogeais avec vous en me disant, bon, on nous dit que ça va s'accélérer, mais comment ça va s'accélérer? Et hier on ne savait pas. Là on commence à avoir des infos. Ça va peut-être se jouer par les centres de vaccination. Pour accélérer la campagne, le gouvernement va créer des structures dédiées. Elles seront opérationnelles début février. C'est jeudi soir. C'est vrai. Ah, fallait être sur Twitter. Twitter, c'est intéressant. Jeudi soir, le ministre de la Santé, donc Olivier Véran, a annoncé sur Twitter, ça peut être surprenant d'ailleurs, mais ça montre vraiment que les nouveaux instruments de communication sont de plus en plus puissants, puisqu'on a quand même un ministre de la Santé qui fait des annonces de premier ordre sur Twitter. Il annonce la mise en place avant début février, donc d'ici un mois, de quoi? De centres de vaccination à destination dans un premier temps des personnes âgées de 75 ans et plus et des 65 ans et plus. Alors est-ce que ça va ressembler à des vaccinodromes, ces immenses installations provisoires, comme en Allemagne, comme en Israël? Et là le Parisien nous dit sans doute pas. Sans doute pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un fiasco en 2009 contre la grippe H1N1. En fait, il y a eu ça. Il y a eu ces vaccinodromes, ces immenses centres provisoires qui avaient été installés pour vacciner contre cette grippe H1N1. Et en fait, il y a eu pas grand monde. Pas personne, mais il y a eu pas grand monde. C'est resté un peu dans les esprits. Et les Français, en tout cas les autorités françaises, ont très peur que se reproduise ce... Ah, je vois Yoloma. Est-ce qu'on peut avoir un sondage sur les intentions de vaccination? Pourquoi pas? On va se faire ça. Juste un mot là-dessus. Donc, en 2000... Ah, j'ai perdu l'article de Libé, de Parisien. Tchac. En 2009, il y a eu un échec de ces vaccinodromes contre le H1N1. Et donc, les autorités françaises craignent la même chose. Donc, ça va être un dispositif moins ambitieux. Moi, je dis que c'est quand même pas pareil. H1N1, finalement, observer les alertes très inquiétantes de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. En tout cas, bon, plein de vaccins qui ont été commandés, ça a coûté très cher, ça n'a pas forcément servi à grand-chose, mais qu'est-ce qu'on lui aurait dit si la pandémie, si l'épidémie redoutée par l'OMS était réellement déroulée. Donc, fin de la parenthèse, mais on est quand même sur autre chose là. Là, elle est là la pandémie, elle est là l'épidémie. Donc, est-ce que les Français ne sont pas prêts éventuellement à... plutôt que d'aller chez leur médecin, plutôt que d'aller à l'hôpital, à se rendre dans des grands centres, comme le dit le Parisien, des vaccinodromes pour se vacciner, est-ce qu'ils ne sont pas prêts à ça? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Dans le chat, on voyait une proposition. Est-ce que Sam, tu peux créer un petit sondage là sur, à ce jour, le samedi 2 janvier 2021, il est 10h54, je vous ai mis une petite pendule, c'est nouveau, c'est grâce à l'ami Étoile, vous avez l'heure sur le stream maintenant en plus. On va faire un sondage, vous qui nous regardez ce matin, vous êtes 8000, c'est pas mal, hein. Je crois qu'un sondage pour être représentatif en France, alors évidemment il est constitué de
de Français représentatifs de la population en termes d'âge, de classe sociale, tout ça. Donc vous n'êtes pas forcément représentatif, mais vous êtes 8000 quand même. C'est très intéressant de faire un sondage maintenant. Pourquoi merci à la maman d'étoile? Je vous dis- Parce que l'étoile, bon, c'est mon ami étoile, c'est lui qui. Mais je vois merci à la maman d'étoile. Alors, est-ce que c'est. Ouais, est-ce que c'est parce que est-ce que c'est la passion de la maman d'étoile? Ah, parce qu'elle l'a conçue, d'accord, ok. Mais oui, bah oui, merci la maman d'étoile. Mais aussi parce que vous savez que la passion d'étoile pour Question pour un champion, ça vient de la famille, ça vient de sa maman d'ailleurs. Donc sans la maman d'étoile, il n'y a pas, y a pas la nuit de la culture. Sans la nuit de la culture, il n'y a pas notre bromance, notre super amitié à tous les deux. Et donc sans la maman d'étoile, il y a pas Samuel Etienne sur Twitch. Donc moi je dis merci la maman d'étoile. Puis merci d'avoir mis au monde ce turbo crack d'ingénieur aussi, qui est juste génial. On le fait le sondage. Allez, je fais un sondage. Intéressant ça. Merci la personne qui m'a proposé dans le chat là. C'est parti pour un sondage. Nouveau sondage. Donc tout à l'heure on a fait sur est-ce qu'il faut supprimer la bise. À 62%, je crois, de mémoire, vous m'avez dit il faut supprimer la bise, elle ne doit pas survivre au Covid-19. Question. Donc dans l'état actuel des choses et des connaissances, avez-vous l'intention de vous faire vacciner? Je précise pas que c'est contre le Covid-19, hein, ça va de soi. Vacciner. Ok. Première. Bon, bah, ça va être simple. Hein. Oui. Ah, on va faire oui, non. Et je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est vous n'avez pas encore pris votre décision. Je pense que pour le coup, la troisième proposition a du sens. Voilà que je deviens spécialiste en sondage. Voilà. Avez-vous l'intention de vous faire vacciner? 1, oui. 2, non. Je ne sais pas. Je lance le sondage. On est parti pour 2 minutes max. N'hésitez pas à rafraîchir le chat pour voir s'afficher le sondage. C'est parti. Je vois, hop, c'est parti. Pour la petite histoire, moi j'en suis à mon 4e test, PCR ou autre là, puisque à chaque fois que je sais que je vais voir des gens avec qui j'ai pas l'habitude d'être, pas la famille proche. Là par exemple on a fait un petit réveillon, on n'était pas très très nombreux, mais avec une grand-mère évidemment, on a voulu s'assurer. Donc c'est mon 4e test. Hein. C'est toujours très agréable, truc au fond du nez, toujours négatif. Bon, c'est parti. Avez-vous l'intention de vous faire vacciner? 54% de oui. Pour l'instant, 1800 personnes me répondent oui. Le non, très minoritaire, présent mais minoritaire, 19%. Et j'ai un je ne sais pas qui est très intéressant, qui est à 28%. Je laisse défiler un tout petit peu le sondage. Alors vous êtes très nombreux, vous êtes 3000, vous êtes près de 4000 à avoir déjà participé. Comme tout à l'heure sur notre histoire de bise, en fait, les premières tendances se confirment, c'est-à-dire que vous êtes 52% aujourd'hui dans le chat à me dire que vous avez l'intention de vous faire vacciner. 19% c'est non, vous avez pris votre décision. Ok. Et 29% c'est je ne sais pas, donc vous attendez sans doute les informations, les retours sur les éventuels effets secondaires et sur peut-être les vaccins qui seront disponibles aussi, puisque vous savez que plusieurs vaccins vont à un moment être disponibles. Il y a le Pfizer-BioNTech qui est celui qui est déjà distribué en France. Après, il va y en avoir d'autres, l'AstraZeneca notamment. Ils n'ont pas tous les mêmes taux de protection, hein, de 70 à 85%. Et puis certains se conservent à moins 70 degrés, d'autres simplement au réfrigérateur. Voilà, en général, il faut 2 doses. Voilà, le sondage est terminé. 52%, je vais me faire vacciner. 29%, c'est non. 19%, c'est je ne sais pas. Ok, donc, intéressant d'avoir fait ce sondage. Hop, voilà, je pense que vous avez vu le résultat aussi. Tchac, je retourne sur le chat. Voilà. Juste, qu'est-ce qu'on a comme info? 4300 votants, ouais, bravo. Et vous êtes 8400 ce matin dans la matinée, Étienne. Qu'est-ce qu'on a comme info? Ce que moi j'ai pu lire aujourd'hui, toujours être prudent, hein, c'est pas parce que je l'ai lu
que c'est vrai, mais qu'est-ce qui est rapporté au niveau des médias mondiaux pour l'instant sur les effets secondaires de ces vaccins qui ont commencé à être distribués notamment auprès des seniors, des personnes les plus âgées, c'est que les effets sont mineurs. On parle de démangeaison au niveau de la piqûre, de fatigue. Bon, mais ça, après un vaccin contre la grippe, c'est quasiment systématique, par exemple. Voilà. Donc pas, évidemment, c'est ce qui était redouté avec ce vaccin qui avait été développé très rapidement, pas d'effets secondaires importants a priori, c'est ce qu'on lit aujourd'hui dans la presse mondiale sur les premières personnes vaccinées. Donc, je pense à la proportion importante de ceux qui ne savent pas, peut-être que ce sont des informations qu'ils attendent. Voilà pour donc cette polémique sur la stratégie française de vaccination. Il est 11h. Il est 11h. Normalement, j'avais dit que je m'arrêtais. J'espère que ma femme ne regarde pas ce stream, parce que je lui avais dit que j'arrêtais à 11h. On va poursuivre un petit peu, parce que je ne vous ai pas encore parlé de Libération. On va terminer avec ça. Je pense que ça va nous prendre encore 10 minutes, parce qu'il y a un joli numéro de Libération qui est paru ce matin, samedi et dimanche 3 janvier 2021, il est là, le Libé des solutions. Alors je vous rappelle que c'est pas la première fois que Libération sort ainsi un Libé des solutions. C'est ce constat que, ouais ok, les journalistes on est là pour rapporter les mauvaises nouvelles, vous connaissez mon mantra à ce propos, c'est en rapportant les mauvaises nouvelles qu'on informe ceux qui peuvent changer les choses, les dirigeants et vous, les citoyens, eh bien donner les moyens de changer ces choses qui ne vont pas. Mais les journalistes se disent aussi parfois, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi donner des coups de projecteur aux initiatives positives dans ce monde, notamment celles justement qui sont à même peut-être de changer dans le monde dans lequel on vit. Et finalement, ces bonnes nouvelles-là, positives, ces initiatives positives, elles vont dans le même sens que la dénonciation des mauvaises nouvelles. Donc, nouveau Libé des solutions. Et Libé écrit en sa une ce matin. Il est vraiment intéressant ce dossier, ce Libé, n'hésitez pas, 3 € dans les kiosques ce matin. Apocalyptique, l'année 2020, bien sûr, comment dire autre chose. Mais elle nous aura aussi forcé, au-delà de l'épidémie meurtrière, à ouvrir les yeux sur nos vies, à nous reconstruire pour 2021. Action, réinvention. J'ai mis un petit plus en haut à gauche, ça veut dire que j'ai beaucoup aimé le dossier. Après une année 2020 chaotique, et si 2021 apportait son lot d'initiatives positives, de la culture à l'éducation en passant par le renouveau des villes moyennes et de la politique, Libération apporte donc sa pierre à l'édifice. C'est un éditorial vraiment que je vous incite à lire dans son intégralité si vous avez l'occasion d'y accéder aujourd'hui, signé Alexandra Schwarzbrod, que je cite donc. Et si on essayait de rebondir sur cette année 2020 qui a balayé nombre de nos certitudes. Et si l'on profitait de cet arrêt forcé pour réfléchir à ce que nous avons appris de cette crise sanitaire, le pire comme le meilleur. Il y a eu la tragédie, bien sûr. Il y a eu les morts, il y a eu la souffrance. Mais il y a eu aussi la redécouverte de la lenteur, du temps qui passe avec l'imaginaire pour seul moteur, du collectif, de sa force quand il se soude, de l'inventivité pour surmonter les manques et les blocages. J'aime bien ce que Alexandra Schwarzbrod écrit ensuite. Écoutez. Quand tout ça va redevenir normal, nous ne nous installerons plus jamais dans une salle de cinéma, de théâtre ou de spectacle sans en mesurer la valeur essentielle. Nous ne prendrons plus un café en terrasse ou sur le zinc sans en savourer chaque gorgée, maintenant qu'on en a été privé. Ces petits bonheurs qui nous semblent si normaux maintenant, parce que c'est dans notre quotidien. Et en fait, on ne les goûte plus, on ne les mesure plus à leur juste valeur. Mais comme on en a été privé, eh bien, la simple séance de cinéma, le petit café en terrasse tout seul ou avec des potes, Alexandra Schwarzbrod nous dit on va tellement l'apprécier dans les semaines, dans les mois, dans les années qui vont suivre. Elle a sûrement raison. Nous avons appris que la science ne pouvait pas tout, qu'elle pouvait même être ignorante, impuissante, mais qu'elle pouvait beaucoup si notre survie à tous était en jeu. Nous avons vu, elle continue avec les raisons d'espérer, que l'Europe, qui est parfois si décriée, cette Europe parfois jugée lointaine et technocratique, ça c'est moi qui le dis. Nous avons vu que l'Europe, en cas de coup dur, pouvait se mobiliser et faire front commun, voire dégager des milliards pour maintenir à flot ses citoyens. L'Europe l'a fait. Nous avons à nouveau eu envie de lire, de comprendre. Nous n'avons jamais eu aussi soif de culture, jamais autant éprouvé l'envie de danser, d'embrasser, peut-être pas la bise, on va voir, de traverser des océans, de plonger dans la grande bleue. Allez, on continue avec cet excellent édito d'Alexandra Schwarzbrod dans Libération, page 2 ce matin. Grâce au vaccin, la vie va peu à peu reprendre son cours. Ne faisons pas l'erreur, oui,
Ça, c'est important. Ne faisons pas l'erreur de repartir dans notre course folle comme si rien ne s'était passé, comme si nous n'avions rien appris. Le moment est peut-être venu de nous réinventer, nous et nos sociétés. Réinventer nos modes de vie, d'éducation, réinventer la politique en mettant plus de collectif. Profitons de cette table rase pour apprendre une planète à réparer, une jeunesse à galvaniser. C'est chaque matin qu'il va falloir s'émerveiller, se réinventer. Comme l'écrivait Henri Michaud, ne désespérez jamais, faites infuser davantage. Voilà. Je le trouve très beau cet édito, voilà, qui dit que la crise finalement va nous apporter des choses positives, c'est que elle va nous réapprendre à apprécier les choses qu'on n'appréciait plus, mais parce qu'on en a été privé, eh bien on va les goûter avec plus d'intensité demain. L'exemple du petit café en terrasse est hyper parlant. Et puis sinon, proximité avec la nature, qualité de vie à la faveur du confinement et de l'essor du télétravail, eh bien, les communes de moins de 100 000 habitants attirent de nouveau. Ce que Libération explique dans cette page, c'est que longtemps on a pensé qu'on allait vers plus en plus grande concentration de population dans les grandes villes, dans les mégalopoles, notamment pour des raisons économiques, des raisons d'emploi. Les gens sont attirés là où il y a l'emploi, même si le cadre de vie de la grande ville n'est pas forcément le plus sympa, pollution, bruit, stress, etc. Mais avec ce qu'on vient de vivre, et notamment la validation du télétravail dans certains secteurs d'activité, tout le monde ne peut pas télétravailler, mais le fait que ça marche, les entreprises, les salariés s'en sont rendus compte, ça pouvait permettre de se détacher un peu de ces grandes mégalopoles et d'aller dans des villes à taille plus humaine, les villes moyennes dont Libération parle ce matin. Ok, c'est ça. Ensuite, ah ouais, c'est drôle ça. Il est intéressant. Ça, c'est un article qui est signé Sonia de Le Salle-Stolper qui demande, regardez le titre, aux politiques d'être chiants. Explication. On aspire aujourd'hui à moins de bruit et à plus de fond, à moins d'envolées, à l'emporte-pièce, à plus de réflexion posée partout. On formule même un vœu. Et si en 2021 on se réinventait ennuyeux? Pour être plus précis, et si les dirigeants de ce monde se réinventaient boring, ennuyeux quoi. 4 années de Donald Trump aux États-Unis, de Rodrigo Duterte aux Philippines, 4 ans et demi de Brexit et de Boris Johnson, 2 ans de Jair Bolsonaro au Brésil ont usé nos nerfs. On veut du calme, du posé. Ça ne veut pas dire forcément du normal, écrit la journaliste. En France, on a compris le normal à la tête d'un pays, le normal à la tête de... C'était François Hollande qui se revendiquait ainsi. Ça n'existe pas. Il faut être un peu extra normal, extraordinaire pour diriger une nation. Mais on peut être un peu... En fait, Libération appelle à des dirigeants plus ennuyeux, comme Joe Biden, qui était surnommé Sleepy Joe par Trump. A priori, c'est pas quelqu'un de très charismatique. Mais il génère pas d'enthousiasme comme Barack Obama ou même Trump, mais le calme et la décence ont aussi leur charme, et on avoue y être sensible, écrit Libération ce matin. Mais pour Libé, vraiment le modèle idéal, là pour Libé ce matin, du dirigeant, de la dirigeante un petit peu terne, un petit peu ennuyeux, mais finalement c'est ça qu'on leur demande, c'est Angela Merkel. On a tous un modèle en tête, écrit Libé ce matin, Angela Merkel. Après 15 ans, c'est juste incroyable cette longévité, à la tête de l'Allemagne, la chancelière explose tous les records de popularité auprès du public, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'elle est posée, estime Libé ce matin, parce qu'elle a ce sens du pratique, du terre-à-terre, qui rassure. C'est le côté maman, quoi, mouti aussi, comme disent les Allemands. Et puis un dernier mot dans cet article qui nous parle de la Grande-Bretagne. Donc il y a Boris Johnson, le flamboyant, qui est toujours un petit peu surprenant, qui fait face depuis mars au nouveau chef de Labour, qui est le parti travailliste, si je ne dis pas de bêtises, que je connais mal, qui s'appelle Keir Starmer. Les fées penchées sur son berceau l'ont affublé d'une coiffure casque étonnante, mais ont oublié le charisme. Mais semaine après semaine, il déroule ses dossiers. Voilà. Il est dans le souci du détail, de la précision. Il est monocorde, il est ennuyeux, mais il est rassurant. Voilà. Appel. Voilà. Alors il y a un truc qui m'a intrigué, que j'ai mis en rouge là. Coiffure casque étonnante. Alors, je ne connais pas bien Keir Starmer et je ne vois pas bien de quoi il s'agit. Attendez, on va les voir ensemble. Petit plaisir de 11h09 là. Keir Starmer. C'est quoi une coiffure casque? C'est quoi? C'est une coiffure Playmobil? Alors attends, je vais voir. Keir Starmer.
Comme ça, je vais voir à quoi ressemble ce monsieur, parce que là, j'avoue que je sèche. C'est quoi une coiffure casque? Alors, je vous mets le résultat de ma recherche. C'est lui qui a Starmer. Coiffure, coiffure casque. Alors. Ah, bon, voilà. Euh, c'est ça une coiffure casque. C'est quoi une coiffure casque? C'est un peu, ouais, c'est un peu comment vous la qualifiez cette coiffure casque? C'est peut-être la coiffure qu'on a quand on vient d'enlever son casque, genre son casque de moto, un truc comme ça, totalement Playmobil, je vois, ouais. Oui, moi aussi, coiffure casque, je pensais que c'est une coupe au bol. Et pas du tout, c'est une coiffure qui ne bouge pas, me dit Léo Ordinaire. Ouais, c'est peut-être ça. Comme Pujadas, moi je sais pas. J'ai en ce moment même une coiffure casque. Une coiffure quand on enlève un casque, me dit QB17, ouais. La même que Samuel en plus long. Ouais, je sais pas. Je me moque, j'ai peut-être une coiffure casque. J'ai peut-être une coiffure casque. J'ai peut-être une coiffure casque. Bon, par ailleurs, vous savez peut-être que moi je suis passionné de roues et de moto, donc ceci expliquant cela. Il y a David Pujadas qui revient souvent en exemple de la coiffure casque. Alors, il est 11h11. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. On devait être ensemble jusqu'à 11h. On a un petit peu débordé, mais moi j'ai l'impression que je regarde rapidement mes unes. Moi j'ai l'impression que j'avais d'autres trucs à vous montrer. J'avais peut-être une vidéo. Je repasse mes. Non, je sais plus sur quoi. Je sais plus. Ah, ça va me revenir. Je vous ferai ça la prochaine fois. Euh, Voilà. Bah non, bah c'est bien. Voilà, écoutez, on a passé 1h31 ensemble. Un 2 janvier, c'est pas mal. C'était la matinée Étienne. On a lu les journaux ensemble. On en a parlé ensemble. L'article du Télégramme. Ah, l'article du Télégramme sur... l'article du Télégramme sur... oui, mais c'est sur moi. FC Melon, là, les gars. Alors, moi, je suis pas abonné au Télégramme, mais certains m'ont dit qu'il est en accès libre. Bon, vous bougez pas, je vais voir si je l'ai sur... si je tape Samuel Etienne. Oh là là, mais FC, Ego, quoi. Samuel Etienne. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ça parle du stream, en fait. Actualité, est-ce que je l'ai? Alors, j'ai une occurrence, mais... Ouais, il est pas il est en accès libre? Non, il n'est pas en accès libre. Il est réservé aux abonnés. Et donc, je l'ai pas. Donc, on n'aura pas la minute Ego, on n'aura pas la minute Melon, on n'aura pas la minute Pastèque, là. À 11h12, on va s'arrêter là. Mais merci en tout cas aux journalistes... de la presse française qui s'intéresse de plus en plus au milieu du stream et notamment avec ce qui se passe en ce moment sur Twitch. Donc merci d'avoir été avec nous dans la matinée Étienne, on a lu les journaux ensemble, on a parlé ensemble, on a lancé des sondages ensemble, vous avez été une immense majorité à souhaiter la fin de la bise. On avait un anthropologue, on l'a vu dans un journal tout à l'heure, je crois que c'était dans Sud-Ouest, qui nous disait que la bise n'allait pas survivre au Covid-19. Vous étiez une grande majorité à vous en réjouir. Et puis on a fait un autre sondage, c'était une très bonne idée de me le proposer dans le chat, merci à vous, sur allez-vous vous faire vacciner. On a là aussi une très forte partie d'entre vous, hein, vous étiez plus de 4000 à participer au sondage, là vous êtes près de 9000 avec nous là maintenant, forte proportion à dire que en l'état actuel des choses vous aviez décidé de vous faire vacciner. On avait autour de 19% qui nous disaient non. Et puis on avait aussi une part importante d'indécis qu'on peut comprendre encore. Merci à certains me signalent que l'article est en accès libre. Pour vous, c'est pas très très grave. C'était ma première matinée Étienne, me dit quelqu'un, et c'était génial. Merci, c'est super sympa. Merci à vous vraiment. Je dis beaucoup merci, mais c'est vraiment du fond du cœur parce que j'ai un plaisir infini dans cette nouvelle aventure. Pour ceux qui, comme me le disait quelqu'un dans le chat à l'instant, me disaient que c'était leur première fois. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Donc j'ai presque 50 ans. Je sais pas si je vais fêter mes 50 ans. C'est dur 50 ans, hein. C'est vraiment, on peut plus trop se mentir, hein. On n'est plus dans la jeunesse là. Mais bon. J'ai 49 ans. Et donc ça fait 25 ans que je fais ce métier. Et j'ai fait un peu de presse écrite, j'ai fait beaucoup de radio et surtout beaucoup de télévision. Et j'ai une passion infinie pour ce métier. J'adore mon métier. Je trouve que le regard des Français sur les journalistes est parfois un peu dur. On en reparlera, mais je trouve que globalement, on essaie de faire notre métier le plus honnêtement possible, même si on est faillible, même si on est humain, même si on se trompe parfois, mais on essaie d'être le plus honnête et sérieux possible. Et j'ai vraiment une passion infinie pour ce métier. Voilà. Mais là, je découvre un truc nouveau avec vous. Parce que ce qui manque notamment dans les médias traditionnels, radio et télé, c'est l'interactivité. On parle à des gens, mais on n'échange pas avec eux. Voilà. Et je pense que ça, c'est dommage. Et là,
ce que j'ai découvert avec le stream, avec Twitch, avec Étoile et grâce à Étoile, c'est ça en fait, et c'est ça qui m'intéresse. C'est l'interactivité, c'est le fait que vous commentez ce qu'on se dit ensemble dans le chat, et avec beaucoup de passion, beaucoup d'intelligence, et puis beaucoup de mesures aussi et d'empathie. Et je suis vraiment heureux d'avoir un beau chat comme vous. Ça me donne envie d'ailleurs de dire merci, de dire merci à la vie. Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Petit plaisir. Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Je suis un grand fan d'Edouard Baird. Merci les amis, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas, l'important c'est vous. L'important c'est la vie. L'actualité, tout ça c'est important. Mais l'important c'est vous, c'est votre équilibre, c'est votre bonheur, le bonheur que vous pouvez répondre aussi autour de vous. C'est en étant heureux soi-même, je crois qu'on peut rendre les autres heureux, ces petits moments de philosophie. Passez donc une belle journée, faites plein de choses sympas, faites plein de choses lumineuses, apportez de la lumière autour de vous. Bon week-end. Est-ce que je stream demain matin, dimanche? Je vous tiens au courant. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Twitch, Samuel Etienne, ou à mon compte Twitter. Vous aurez comme ça les notifications sur Twitch. Comme ça, dès que je stream, vous êtes au courant. Et puis sur Twitter, j'annonce régulièrement, enfin tous les jours même, quand je stream. Donc est-ce qu'il y aura un petit rendez-vous demain pour lire Le Parisien Dimanche et le JDD, qui sont deux excellents quotidiens du dimanche, dans lesquels c'est bourré d'actu. Voilà, si je trouve un petit peu de temps, si je suis pas trop pris, je vais essayer de faire un petit truc demain. Merci beaucoup, vraiment. Je vous dis peut-être à demain, parce que je m'amuse bien. Et en tout cas, à très très vite. Bonne journée, bon week-end, à très vite. Je vais mettre un peu de musique comme d'habitude.